Bonjour à tous, merci d'être là à notre atelier DigDash à Lille. Alors, on a effectivement des gens qui sont en présentiel dans la salle et on a pas mal de participants en ligne. Pour l'instant, on n'a que 14 participants en ligne, mais on attend, je crois, plus d'une soixantaine de personnes en ligne, qui vont se connecter en fonction de ce qui les intéresse, hein, donc pas forcément au niveau de la démo DigDash, mais on verra. Je vais me présenter rapidement et puis je vais faire l'agenda. On va parler de l'agenda de la matinée de ce matin. Donc moi, je m'appelle Antoine Buach, je suis l'un des fondateurs de la société DigDash, je suis le dirigeant actuel. J'ai un profil plutôt fonctionnel et technique, donc s'il y a des questions d'ordre technique sur le sujet, je pourrais y répondre s'il le faut. Mais l'idée aujourd'hui, c'est plutôt de parler de nos clients et partenaires locaux ici à Lille. Donc si vous voulez avoir plus de détails sur le produit DigDash, vous pouvez aussi je vous encourage à assister à un webinar. On en a régulièrement. Vous allez sur notre site web, vous verrez effectivement les inscriptions possibles à nos webinars pour avoir un peu plus de détails sur la solution. En tout cas, merci à tous d'être là parce qu'en ce temps Covid, c'est un peu compliqué de réunir des gens et d'organiser des choses. Donc là, on essaye de faire un mode un peu hybride avec à la fois du online et du présentiel. Et je pense que c'est important aussi de se voir tant qu'on peut continuer à se voir. C'est pas mal aussi de pouvoir échanger de cette manière-là. Alors rapidement sur l'agenda, la première partie c'est moi qui vais la présenter, je vais vous présenter un petit peu plus DigDash et rapidement le produit sous forme d'une demi-heure de présentation. Je passerai la main ensuite à Gilles Fiolet de Senesis qui nous parlera un petit peu de la data en entreprise, notamment comment rationaliser les rapports dans les entreprises et comment appliquer les métiers. On aura ensuite une pause d'un quart d'heure entre 10h45 et 11h. Donc, pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez vous connecter, déconnecter, reconnecter quand vous voulez. N'hésitez pas s'il y a des problématiques. Et puis ensuite, on aura le retour d'expérience de Jean-Marc Sagnier de Promode qui nous expliquera comment ils ont mis en place la solution DigDash dans le groupe. Alors, rapidement, en quelques mots sur DigDash. Alors, je vais fermer la boîte ici que vous voyez sûrement. Quelques mots sur DigDash. Donc, DigDash est une société française qui est basée à Aix-en-Provence, notre siège social. On existe depuis 2006. On a un bureau à Paris et à Madrid, principalement des consultants qui sont là pour vous accompagner sur vos projets si vous en avez besoin. Et puis, on a plus de 450 clients et 150 000 utilisateurs sur ce qui représente 25 pays et 12 langues. On a une croissance annuelle assez importante qui va être probablement un peu moins importante cette année avec le Covid, mais qui continue effectivement à croître. Et puis, on a fait partie d'une enquête qui a été réalisée par un cabinet indépendant qui s'appelle Bark, qui nous a positionné leader dans 11 catégories différentes. Donc, ça montre effectivement qu'on a un produit fonctionnellement qui est tout à fait compétitif vis-à-vis des gros concurrents que vous connaissez peut-être. Autre point important, nos clients ont été interrogés pendant ce sondage et 100% des clients qui ont été interrogés recommandent la solution. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on a une forte adhésion de nos clients. Autre point important, 94% de nos clients estiment que les fonctionnalités sont excellentes. Ça veut dire que non seulement ça remplit l'ensemble de leur feuille de route, mais ça va au-delà de leur feuille de route en termes de fonctionnel. Quelques mots sur la plateforme. Donc, le logiciel s'appelle DigDash Enterprise. C'est vraiment un logiciel qui va vous permettre de construire des applications décisionnelles métiers. Donc, ça va de la préparation des données, la capacité à collecter, agréger, transformer. Je vais juste vérifier que j'ai bien arrêté le sondage. Oui, c'est bon. Donc, les gens devraient voir l'écran correctement. Pour les gens qui sont en ligne, si vous souhaitez poser des questions, je n'ai pas activé les micros pour tout le monde parce qu'il y a pas mal de gens connectés. Mais si vous voulez poser des questions, il y a une boîte dans GoToWebinar qui s'appelle questions. Donc, n'hésitez pas. On aura une pop-up en temps réel qui nous dira qu'il y a des questions. Donc, on essaiera d'y répondre en temps réel. Alors, donc ça permet de construire des applications décisionnelles métiers. Ça va de la préparation de données, la collecte, l'agrégation, la transformation, jusqu'à la partie visualisation de données, la capacité à créer des dashboards interactifs, des présentations de tout genre et avec la plus grande liberté possible. On a aussi tout un volet publication, donc la capacité à créer des rapports PDF, PowerPoint, Excel, qui est intégré dans la solution également. On a un ensemble de ce que je vais appeler modules d'analyse avancée, mais il faut bien les voir comme des pans complètement intégrés dans le produit. C'est des modules tout simplement au sens fonctionnel du terme parce que ça ne va pas s'adresser à tous les utilisateurs. C'est plutôt pour des utilisateurs un peu plus avancés sur la manipulation de données. Je pense à des gens qui vont faire de l'analyse d'ensemble, l'analyse prédictive, l'analyse de cohorte, toutes ces choses-là s'adressent à une population un peu plus technique, on va dire. Deuxième point important, la solution est complètement configurable. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir intégrer votre charte graphique, vos logos, etc. Mais ça va plus loin que ça. Ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on sait que maintenant, la partie visualisation, c'est qu'une des briques de votre
applications de données d'entreprise. Donc effectivement, l'idée, c'est d'avoir une continuité entre les différentes applications qui peuvent exister. Ça peut être de la saisie de données jusqu'à la visualisation. Si on a une vraie homogénéité, on va gagner dans le sens de l'utilisateur. Donc Digdash, tout est reconfigurable. Si vous voulez mettre les menus en haut à droite ou si vous voulez changer les actions des boutons, tout est possible. D'accord? Donc ça veut dire que vous allez pouvoir vous intégrer beaucoup plus facilement dans effectivement le fait de créer un hub data. Dernier point que je voudrais mentionner, c'est qu'on n'est pas une plateforme d'intelligence artificielle, mais on l'utilise pour accompagner nos utilisateurs sur plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est le requêtage en langage naturel. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Le deuxième sujet, c'est la découverte de données, ce qui va permettre à des utilisateurs métiers de charger leurs propres données assez facilement. On ne leur demande pas de créer des entrepôts complexes, mais c'est de rajouter des petits bouts de données sur l'existant. Okay. Alors en termes de besoins visuels, on essaie de couvrir tous les besoins de l'entreprise ou de l'organisation au sens plus large du terme. C'est pas forcément une entreprise, ça peut être dans le secteur public aussi. Du pilotage, donc la capacité à créer des tableaux de bord dans lesquels, en un clin d'œil, je peux avoir une information précise sur l'état de ma situation. De l'exploration, donc la capacité effectivement à laisser l'utilisateur naviguer dans ces données. Donc je pars d'un point agrégé, mais je peux rentrer dans le détail pour comprendre un peu mieux comment ça se comporte, jusqu'à l'aspect communication. Donc je veux tirer des données de mon entreprise pour les partager à des gens qui voudraient effectivement les comprendre mieux. Et donc je vais, dans cet aspect communication, mêler à la fois du visuel sous forme de tableau graphique avec du texte pour expliquer ce que je veux communiquer comme information. Alors en termes d'utilisateurs, dans la plateforme Digdash, on essaye vraiment de couvrir les besoins de tous les utilisateurs qui pourraient avoir envie d'avoir accès aux données. Le premier, celui qu'on va satisfaire le plus, et celui qu'on va retrouver le plus de l'entreprise, c'est l'utilisateur métier, c'est celui qui va consommer la data finalement. Donc lui, le problème, c'est qu'en général, c'est pas un expert autour de la donnée, donc il faut lui proposer une interface très simple en termes d'interaction, très presse-bouton, dans lequel il n'a pas besoin de faire des manipulations trop complexes. Typiquement, ce type d'utilisateur, pour nous, on le définit comme quelqu'un qui, dans Excel, ne sait pas faire un tableau croisé dynamique. C'est comme ça qu'on reconnaît cet utilisateur, hein, c'est quelqu'un qui ne sait pas utiliser Excel. D'accord ? Deuxième profil utilisateur, l'analyste, c'est au contraire quelqu'un qui sait utiliser Excel peut-être, mais qui a peut-être même utilisé d'autres produits. Ça peut être Business Objects, MicroStrategy, ClickView. Donc, il a une certaine habitude en termes de design de rapport. On veut lui faciliter la transition vers Digdash. Donc, ça veut dire qu'on va lui proposer une interface avec des choses qu'il maîtrise déjà. Ça peut être la présentation de dimensions, de mesures, etc., la manière de cliquer, clic droit, ou alors faire du drag and drop. Donc, on a effectivement toutes ces informations-là dans Digdash. Troisième type de profil, ce qu'on appelle le responsable décisionnel, c'est pour nous quelqu'un qui est beaucoup plus proche de la donnée, hein, qui va mettre en place vraiment le référentiel dans Digdash. Donc, il va avoir accès à ce qu'on appelle le studio, hein, c'est un vrai environnement de productivité dans lequel je peux documenter tout ce que je mets en place, dans lequel je peux créer des indicateurs complexes, je peux créer des alimentations complexes et venir documenter tout ce processus-là. Quelques références pour conclure. Alors, c'est ici organisé par typologie. Vous voyez qu'on est présent à la fois dans des grands comptes au sens européen du terme, mais également au sens nombre de licences déployées de Digdash. C'est au moins 1000 utilisateurs pour chacun de ces comptes. On est très présent également dans le secteur public à différents niveaux, les ministères, des collectivités de toute taille, régions, départements, communautés de communes, et puis des entreprises de taille intermédiaire et des PME dans tous les secteurs d'activité existants. Ça peut être du retail, la logistique, du web marketing. Là, c'est juste pour vous positionner un petit peu qui on est. Alors, je voudrais vous montrer quelques exemples de tableaux de bord pour continuer. Il nous reste 40 minutes avant que je passe la main à Gilles. J'avais parlé des trois grands types de tableaux de bord, donc je voudrais vous les montrer rapidement, hein, sans rentrer dans le détail. Le tableau de bord de pilotage, juste pour donner une représentation plus concrète, c'est vraiment un tableau de bord dans lequel je vais avoir des indicateurs pour suivre mon activité. Donc là, je vois les coûts par département, donc je vois le coût effectivement sur les 12 derniers mois, le coût actuel, le coût par rapport au budget, puis je vois les employés par département. Donc c'est une sorte de grille d'indicateurs. Et ce qui va m'intéresser dans ce type de représentation visuelle, c'est uniquement le point rouge au début de chaque ligne. C'est là que je devrais porter mon attention, c'est là que quelque chose se passe. Bon, là, il a été calculé de manière très naïve. À chaque fois que le que le coût a dépassé le budget, j'ai allumé ce point rouge. Il pourrait être l'objet d'un calcul un peu plus sophistiqué. L'idée, c'est de prévenir les gens au moment où ils devraient être prévenus. Donc, c'est juste le seul objectif de ce type de tableau de bord. Alors, bien sûr, je pourrais le filtrer. Hein. Là, j'ai un axe géographique. Par exemple, je choisis un pays et je vois la déclinaison de ces indicateurs par pays. Mais ce n'est pas forcément la vocation. Encore une fois, la vocation, c'est vraiment l'image très agrégée des données. Okay. Deuxième type de tableau de bord que je voudrais vous montrer, c'est un tableau de bord de communication. L'idée de ce tableau de bord, c'est encore une fois de partager de l'information à des gens qui n'ont pas forcément connaissance de ce que je veux leur montrer. Donc, il va falloir enrober cette information avec du texte explicatif. En l'occurrence, là, c'est un vrai tableau de bord d'un de nos clients, qui est le département de la Gironde, qui communique autour de la manière dont ils ont mis en place le télétravail.
Alors sachez que c'est absolument pas lié aux problématiques de Covid, hein, ça existait bien avant. D'ailleurs, vous verrez que les données s'arrêtent en 2019 pour mon tableau de bord ici. Donc effectivement, ils expliquent à la fois leurs élus et leurs concitoyens. Donc vous voyez que le niveau de confidentialité, c'est grand public, hein. C'est pour ça que je vous le montre, sinon on ne montre pas les données de nos clients, hein, habituellement. Donc c'est très grand public, hein. Vous voyez d'ailleurs que c'est un document grand public parce que c'est marqué cliquez sur l'icône point d'interrogation pour obtenir de l'aide. Donc ça vous montre le niveau à qui on s'adresse ici. C'est vraiment des gens, il faut tout expliquer, quoi. Donc on va voir le bilan, hein. Le département de la Gironde, c'est un peu plus de 5000 collaborateurs. Donc si je clique sur le point d'interrogation, il va m'expliquer ce qu'est un collaborateur au sens du département, qu'est-ce qu'un agent éligible, parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas éligible pour faire du télétravail. On imagine bien que les gens qui travaillent dans les parcs ou sur les routes, c'est plus compliqué pour eux de faire du télétravail. Donc parmi les 5000 collaborateurs du département, seuls 2800 sont éligibles à faire du télétravail. Et en 2019, il y en a eu 507 des télétravailleurs. Parce qu'effectivement, mon contexte ici, c'est 2019. Donc, si je le change, si je passe à 2018, je vais voir l'ensemble des indicateurs se mettre à jour. C'est vrai pour les chiffres, mais c'est vrai pour l'ensemble des représentations graphiques, la répartition homme-femme, la pyramide des âges, la raison pour laquelle les candidatures ont été rejetées. Donc, certains graphiques peuvent être interactifs, hein. Je peux rentrer dans le détail du inéligible, mais pourquoi. Je vois effectivement par poste. Je peux remonter à l'année 2019. Encore une fois, tous ces indicateurs vont se mettre à jour automatiquement. Je peux, sur la partie de gauche, changer les éléments, revenir effectivement au niveau le plus haut de ce graphique-là. Donc, on voit que tout ça s'arrange très facilement. Alors, d'un point de vue représentation visuelle, je ne l'ai pas précisé, mais sachez que Digdash peut être diffusé de l'information sur n'importe quel type de plateforme. Ça peut être une plateforme web, ça peut être du mobile, une tablette, etc. Il n'y a pas de contrainte particulière. Et en général, on essaye de designer les tableaux de bord en mode responsive. Ce n'est pas une obligation, mais on peut le faire dans Digdash assez facilement. Donc là, on va voir effectivement que si je suis sur un écran assez large, par filière, par statut, par catégorie, vont se positionner les uns à côté des autres. Si tu es sur un écran de plus petite taille, on va juste le simuler ici en retaillant notre navigateur. On va voir que les indicateurs vont se mettre les uns en dessous des autres. Alors, je vais même l'agrandir un peu pour que ça ressemble un peu plus à un smartphone. Donc, on va voir effectivement par filière, par statut et par catégorie se positionner les uns en dessous des autres. La boîte de filtre est restée sur le côté. Ce n'est pas une obligation. Elle aurait pu se replier sur les écrans de petite taille. Donc, tout est vraiment configurable. Ce sont juste des choix de design, hein. Comment est-ce que je veux faire apparaître mon tableau de bord sur un appareil de petite taille? Ok, je reviens à un écran d'un peu plus grande taille. Donc, vous voyez qu'il y a, ça va scroller automatiquement vers le bas, mais vous voyez qu'il y a la possibilité aussi de présenter des informations sur des cartes géographiquiques. Donc, ça, ce sont les endroits sur lesquels les gens ont pratiqué du télétravail, que ce soit dans le département ou hors du département. Ça, ce sont les sites d'accueil départementaux, des endroits où les agents peuvent venir s'installer, même si ce n'est pas leur site officiel, pour télétravailler. Donc, par exemple, ici, j'ai 4 postes disponibles avec un taux d'occupation de 0%. Je peux venir filtrer cette carte, hein, si je choisis le Libournais, un sous-ensemble du département. Moi, je veux voir les sites disponibles. Dans ma liste ici, je vois l'ensemble des sites disponibles. Si j'enlève cette sélection Libournais, non seulement la carte se remet à jour, mais la liste des sites ici se remet à jour. Et je peux faire une recherche là-dedans. Si je cherche Sud, CRD du Sud Gironde, je vais le trouver automatiquement et l'ensemble des graphiques va porter sur cette sélection. Ok, dernier élément que je voudrais vous montrer, le tableau de bord d'exploration, puis après je vous montrerai très rapidement comment on crée ces tableaux de bord. Parce que là on est dans la consommation, on est vraiment l'utilisateur métier en train de consommer son tableau de bord, et puis on verra tout à l'heure comment on le crée. Donc juste pour vous donner un petit peu de contexte sur ce tableau de bord d'exploration, on est ici sur une société qui est dans la grande distribution et qui cherche à comprendre l'efficacité de ses campagnes télémarketing pour générer du chiffre d'affaires. Donc, d'un côté, je dois, pour répondre à cette question, me connecter à l'ERP pour me donner des informations de vente, hein, chiffre d'affaires, etc. Et de l'autre côté, à la base de données télécom pour me donner des informations de coût de communication, durée de communication. Donc là, il n'y a pas d'entrepôt intermédiaire, tout est fait dans Digdash. Ce n'est pas une obligation non plus, on peut avoir un entrepôt en amont, mais on peut aussi, dans Digdash, venir assembler des choses issues de différentes sources. Et notamment, quand on veut prototyper des entrepôts, pour préparer nos processus d'industrialisation, on peut commencer par le tableau de bord, qu'est-ce que je veux voir, puis après venir le mettre en place de manière plus industrielle. Alors, ici, effectivement, dans cette page d'accueil, vous voyez qu'il y a des vignettes qui représentent des indicateurs, mais cette page d'accueil, elle est aussi filtrable, hein. Donc, si je choisis une année en particulier, toutes les vignettes, qu'elles viennent d'une source ou de l'autre, vont être filtrées par cette année. Si je choisis une région en particulier, on va prendre l'Espagne, pareil, toutes les vignettes sont filtrées. Alors, vous voyez qu'ici, les temps de réponse sont assez rapides. Bon, il n'y a pas beaucoup de lignes, à peu près à 2 millions de lignes ici, mais ça tourne en local sur mon laptop. Parce que derrière, on a notre base d'analyse, hein, qui n'est pas un moteur SQL, qui est une vraie base d'analyse qui permet de faire des calculs d'agrégation. C'est ça son axe d'optimisation, c'est la capacité à calculer des moyennes, des sommes, etc. dans des temps très courts et très rapides, y compris potentiellement sur des très gros volumes de données. Alors, je ne le ferai pas sur mon laptop avec des très gros volumes de données, mais on peut avoir la scalabilité horizontale, c'est-à-dire quand une seule machine physique n'est pas suffisante, on peut mettre un cluster de machines pour distribuer un calcul. Donc ça, c'est important quand on veut monter vers des très gros volumes de données. C'est le cas chez certains de nos clients, par exemple Orange. Ils traitent des volumes de données de plusieurs milliards d'enregistrements avec notre solution. Ils veulent avoir les mêmes genres de temps de réponse. Okay, donc, ils ont mis en place un cluster.
Alors, autre point important, je peux aussi utiliser cette page d'accueil pour rentrer dans le détail. Si je clique sur chiffre d'affaires, par exemple ici, ben, je vais voir le chiffre d'affaires par région, je vais voir les 10 meilleurs produits qui ont généré le chiffre d'affaires et je vais voir l'évolution de ce chiffre d'affaires pour la période que j'avais considérée, hein, c'était l'année 2020. Si je rentre dans le détail, hein, en Europe, en France, ben, je vais voir l'ensemble des indicateurs se remettre à jour automatiquement. Je peux aussi tourner des objets, par exemple ici cette carte, pour obtenir le tableau de détail de ce qui est porté par cette carte. Hein. Là, je vois effectivement les régions françaises, leur chiffre d'affaires associé. Je peux venir continuer à interagir avec ce tableau. Je trie par chiffre d'affaires, je remonte au niveau continent, je descends dans Amérique, dans États-Unis, et on voit qu'automatiquement l'ensemble des autres graphiques est remis à jour. Je peux tourner à nouveau mon tableau. C'est bien sûr la carte des États-Unis qui va apparaître, puisque notre contexte 2020 États-Unis, bah, il est homogène dans toutes les présentations sur cette page-là, mais également sur d'autres pages. Si je vais sur la page comparaison, ben, je vais rester dans ce contexte 2020 États-Unis. C'est pour ça que c'est la carte des États-Unis, mais c'est pour ça que l'ensemble des graphiques parle de 2020 États-Unis. Okay, je peux continuer à rentrer dans le détail hein, de l'un ou l'autre des graphiques, ou bien même filtrer hein, par un axe qui n'est pas forcément visuellement présent à l'écran, en mettant des sélections continues ou non continues, on va voir quel est l'impact sur les différents graphiques. Okay. Tout ça, toutes ces interactions hein, de filtrage, de drill, de navigation, d'explorer le détail sous forme de tableau, sont des actions standards de Digdash, mais qui vont permettre à l'utilisateur de faire des découvertes dans ces données. Et quand il va faire des découvertes, très probablement, il va vouloir partager ces découvertes à potentiellement quelqu'un qui n'a pas accès à la plateforme. Donc, on a la capacité d'export dans Digdash. Hein. On peut venir prendre n'importe quel graphique. Par exemple, ici, je veux sauvegarder en PDF. Je clique sur générer le PDF et effectivement, on va voir que le contenu de mon PDF, c'est quoi? Bah, la première page, c'est le contexte de sélection. La deuxième page, c'est le graphique tel qu'il apparaissait sur mon tableau de bord. Le problème du PDF, c'est que c'est pas forcément très facile à modifier. Il y a peu de gens qui sont outillés pour modifier un PDF. C'est pour ça qu'on a d'autres formats d'export. Alors, vous allez voir ici, hein, je peux sauvegarder en PowerPoint, en Excel, etc. Je peux le faire composant par composant, mais je peux aussi le faire pour un ensemble de composants. Donc, je vais aller dans ma page de synthèse ici et cliquer sur télécharger le PowerPoint. Ça va récupérer des éléments issus de plusieurs des onglets de mon application pour les assembler dans un document PowerPoint multipage. D'accord? Donc ça, c'est important à comprendre aussi, c'est-à-dire qu'on peut générer du document depuis le tableau de bord, mais on peut aussi le générer de manière automatisée. Hein. Si tous les matins à 8 heures, je vais envoyer un PowerPoint ou un PDF, c'est possible aussi. Donc là, le contenu de mon PowerPoint, c'est quoi? Ben, je vois effectivement une page de garde avec la date du jour, mais je vois aussi les composants tels qu'ils étaient filtrés hein, sur mon tableau de bord. Donc on parle bien de 2020 administration États-Unis. Là, ce sont les départements de la fonction administration, c'est bien la carte des États-Unis, c'est bien l'année 2020, etc. etc. Tous ces graphiques-là sont en mode vectoriel. Ça veut dire qu'ils peuvent être modifiés. D'accord. Typiquement, ici, si je veux prendre le Texas, le mettre de côté pour y faire un commentaire particulier, je peux le faire. Ou si je veux tout simplement appliquer un style graphique PowerPoint, je peux le faire aussi pour m'intégrer dans une présentation tierce, c'est possible aussi. Attention, nous, vous avez vu dans Digdash, nos graphiques sont assez propres, assez lisses, etc. Vous êtes dans PowerPoint, vous pouvez faire un peu n'importe quoi. C'est pas parce que vous pouvez faire n'importe quoi qu'il faut le faire. Je vais prendre un exemple, ce type de choses-là, et à proscrire. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est tout simplement les chercheurs autour de la représentation visuelle. Ils sont pas d'accord sur tout, mais ils sont tous d'accord pour dire que la 3D est plutôt un frein à la lecture de l'information. Donc éviter les graphiques en 3D. Les années 80, c'est fini, même s'il y a un peu des revivals en ce moment, mais c'est mieux d'essayer de faire des choses plus propres, plus facilement interprétables pour les utilisateurs. Voilà. Donc ça, c'était la partie qu'on appelle chez nous communication externe. Je suis capable de tirer des données de Digdash pour les partager à des gens qui n'ont pas forcément accès à la plateforme, mais je peux aussi collaborer autour de la plateforme, hein, c'est-à-dire rentrer avec un système de commentaires directement dans la plateforme. Alors, je vais revenir à un niveau de navigation par défaut, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Ici, je pourrais sur n'importe quel graphique ajouter un commentaire, je l'ai fait sur le coup, on va dire, tiens, les coûts sont en hausse. Donc, je vais voir apparaître effectivement mon commentaire ici. Si je me déconnecte et que je me connecte avec un autre utilisateur, je ne vais pas aller plus loin que ça sur la discussion entre ces deux utilisateurs parce qu'on n'a pas tellement de temps, mais c'est juste pour vous montrer qu'effectivement, l'utilisateur qui a accès au même tableau de bord, avec une charte graphique différente, mais c'est bien le même tableau de bord, ben, on voit effectivement apparaître ce coût en hausse. Pourquoi c'est une charte graphique différente? Ben, parfois, effectivement, on travaille dans le retail avec des marques différentes. Donc, quand j'ai une tête de pont et je veux avoir le même tableau de bord pour l'ensemble de mes filiales, l'ensemble de mes marques, ben, je peux le gérer à un seul endroit dans Digdash. Je n'ai pas besoin de redévelopper un tableau de bord pour chacune de mes filiales. Je peux intégrer les data qui m'intéressent pour la filiale, intégrer les chartes graphiques qui m'intéressent, et pourtant, c'est la même présentation pour tout le monde, c'est les mêmes indicateurs que je vois pour tout le monde. Donc ça permet vraiment de rationaliser la manière, et je pense que Gilles en parlera, de rationaliser les indicateurs dans les entreprises. Donc ça fait partie effectivement de ça, c'est de se dire bah, comment est-ce que je peux de manière transverse entre mes filiales, gérer des choses de manière commune. Ok, je vais en rester là sur cette partie exploration. Ouais. La partie des commentaires, les CSI, quand vous générez le téléchargement, ils apparaissent aussi. Alors, on peut les faire apparaître dans le PowerPoint, tout à fait, ça c'est une possibilité. PowerPoint ou PDF, hein, là j'ai montré que le PowerPoint.
La langue, elle peut être différente en fonction de l'utilisateur? Absolument, ouais. Ouais, par exemple, si je me connecte avec John ici, Sur le même rapport? sur le même rapport, ouais, tout à fait. Donc, on va voir qu'effectivement, ici, Sales, Telecom, Margin, Customer Satisfaction. Donc, c'est le même rapport, mais effectivement, download PowerPoint, donc tout est traduit. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que derrière, nos modèles de données sont multilingues. D'accord? Donc, ça veut dire qu'effectivement, on peut gérer du multilingue de manière complètement native dans DeepDash. Il n'y a pas de limite dans les langues. Il n'y a pas de limite dans les langues, mais c'est à vous, effectivement, de venir faire les traductions. Donc, si vous voulez traduire en Klingon, par exemple, le langage de Star Trek, pour ceux qui connaissent. Bah, moi, je ne suis pas expert et je ne crois pas qu'il y ait de dictionnaire. Il doit y avoir des dictionnaires officiels, cela dit. Certainement. Mais il n'y a pas de limite dans les langues. Effectivement, c'est vous qui allez choisir les langues que vous voulez déployer. Déjà, autre point, quand vous allez saisir de la donnée, on ne va pas vous demander de la saisir dans l'ensemble des langues. Au début de l'installation, ou même après, ça peut être à posteriori, vous ajoutez une langue nouvelle qui va vous intéresser. Et là, vous pouvez commencer à faire de la traduction, soit dans l'interface, soit de manière généralisée. Vous exportez l'ensemble des mots qui ont été déjà intégrés, vous l'envoyez une traduction externe, vous le réintégrez dans DeepDash. Donc ça, c'est possible aussi. Alors, il y a des questions qui sont posées en ligne également. Ah oui, il faut que je reformule les questions parce que les gens ne les entendent pas à distance, tout simplement. Donc, je vais les reformuler justement. Ok, y a-t-il d'autres questions dans la salle ou en ligne? Non? Allez, alors on continue. Donc, dernière chose que je voudrais vous montrer. Donc là, vous avez compris que j'étais sur un tableau de bord avec très orienté utilisateur métier, donc toute cette capacité de navigation, d'exploration, etc. On peut laisser l'utilisateur métier faire de la simulation aussi. Alors, quelle que soit la zone d'analyse dans laquelle je suis, même si je suis dans cette page-là en train de regarder la France et que je vais dans la page simulation, je vais conserver mon fil sur la France. Mais ici, l'idée, c'est de se dire quoi? Du coup, je suis avec John en anglais. Je vais peut-être me déconnecter et revenir en français pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Mais vous avez vu la subtilité de traduction de Jean en John qui permet de pas trop se perdre quand on fait les démos. Je reviens effectivement sur ma page simulation. Donc, on va choisir France également ici, peu importe. Donc, vous voyez apparaître France ici. L'idée, c'est que je peux laisser l'utilisateur ici naviguer avec une ou plusieurs variables. Là, il n'y en a qu'une seule, c'est le taux de change euro-dollar. On a imaginé notre scénario que le prestataire est basé aux États-Unis, donc nous facturons en dollars. Donc le taux de change euro-dollar va avoir un impact sur mes coûts de communication. Si je fais varier ce taux de change euro-dollar, je peux le simuler directement ici. Je peux rentrer dans le détail de l'année 2019, du troisième trimestre 2019 et voir effectivement quel effet ça a par rapport à cette simulation. J'ai aussi des fils posés directement ici à l'écran. Première chose que vous pouvez constater, c'est que ça prend beaucoup de place. Ouais, c'est un défaut. Mais l'autre point, c'est que ça les rend plus accessibles pour l'utilisateur basique. Donc, il y a plusieurs modes dans DeepDash de présentation des filtres. L'autre avantage de ça, c'est que ça montre ce qui est sélectionnable. J'ai choisi la France comme pays ici, donc je ne vois que des pays français, d'accord. Mais si je choisis un type de téléphone en particulier, je vais voir les régions françaises qui ont consommé sur ce type de téléphone-là, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a une interaction entre les différents filtres. D'ailleurs, je vois que c'est un filtre de type voix sur IP. Si je clique sur voix sur IP, je vois apparaître les téléphones qui sont des téléphones de type voix sur IP, d'accord. Et puis depuis ma boîte de filtre, je peux aussi changer des choses. J'enlève la date, je vois l'ensemble des dates, l'ensemble des mois, pardon, l'ensemble des pays, l'ensemble des types de lignes, l'ensemble des téléphones. Et à n'importe quel moment, je peux faire varier ce taux de change euro-dollar pour voir ce qui est intéressant pour moi. Sur l'aspect temporel, on peut vraiment choisir une date de manière très précise avec un calendrier. Si je veux commencer au 1er janvier 2018, pourquoi pas. Alors, je voudrais vous montrer. Alors, il y a une autre question qui est posée. Est-il possible de générer un rapport dans la langue autre que celle de l'utilisateur? Oui. On peut, quand on génère des rapports, on peut générer autant de rapports. Vous voulez dire pour un utilisateur en particulier, est-ce que je peux mettre un bouton télécharger en anglais? Oui, c'est possible aussi. C'est possible aussi, tout à fait. Pas quelque chose qu'on fait habituellement, mais c'est une possibilité. Ok, alors autre chose que je voudrais vous montrer, c'est la partie analyse. Donc la partie analyse, ça s'adresse à des gens qui ont un peu plus d'expertise autour de la donnée et qui ont donc des habitudes de travail. Donc je vais vous montrer comment ces gens-là peuvent faire. Donc là, on va leur proposer un panneau avec des objets, des dimensions et des mesures. Il y a déjà un tableau ici avec des dates et des coûts de communication, mais je peux venir l'enrichir. Donc par exemple, si je prends les pays que je pose ici, je vais voir par année par pays le coût de communication. Si je viens rajouter un total en glisser-déposer ou bien en clic droit, souvenez-vous qu'on s'adresse à des gens qui peuvent venir de MicroStratégie, dans lequel le clic droit, c'est une grosse habitude. Donc, pareil, je vais essayer de ne pas trop perdre mes utilisateurs dans le chemin, dans la manière d'utiliser le tableau de bord.
d'accord. Je peux rajouter d'autres éléments, hein. Donc moi je viens de Business Object, si on lance un Business Object, j'ai plutôt l'habitude de faire du glisser-déposer. Vous me verrez faire beaucoup de glisser-déposer. Donc je vais poser durée ici, on va voir que j'ai par défaut la somme des durées, mais je pourrais très bien changer ça, dire bah voilà, moi ce qui m'intéressait c'était plutôt la moyenne. Donc je pose moyenne ici, j'obtiens la moyenne des durées. Je peux faire des transformations bien plus complexes, hein. Par exemple, je prends année-1, je le pose sur coût de communication, ça me génère automatiquement la colonne coût année-1. Je vais enlever la durée ici pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Je vais rajouter une fonction générale de pourcentage de progression entre ces deux colonnes-là, d'accord, entre coût année-1 et coût, et j'obtiens effectivement mon pourcentage de progression. Alors j'ai déjà les années ici, hein, donc en diagonale, c'est un peu les mêmes chiffres qui apparaissent, mais je peux très bien choisir une année en particulier. On va prendre l'année 2019 par exemple. J'enlève la notion de temps ici, je compare bien d'un côté 2019 et de l'autre côté année-1 2018. Et même si dans mon contexte, je prends 2 années, 2019 plus 2018, c'est le contenu de ma première colonne, et par glissement année-1, je le compare à 2018 plus 2019, d'accord, et j'ai le pourcentage de progression entre ces deux couples d'années. Je pourrais faire des fonctions moi-même, hein, j'ai montré juste des fonctions préexistantes, mais on peut vraiment taper ses propres formules ici. Donc si vous êtes un peu un excellien, bah, ici vous allez pouvoir, si je tape même la même formule, hein, sa définition mathématique, elle est assez simple, c'est juste de dire bah, je veux le coût moins le coût année-1, c'est celui qu'on vient de créer en glisser-déposer, hein, il est déjà disponible dans notre éditeur de formules, divisé par ce même coût année-1. Et je vais y ajouter un format non, on va prendre le pourcentage, et je obtiens effectivement le taux de progression en pourcentage. C'est bien évidemment le même chiffre, hein, sauf qu'ici on a un peu plus de précision sur le chiffre, mais l'idée c'est exactement la même chose. Ok, donc ça, attention, ça ne s'adresse pas à des utilisateurs métiers, c'est plutôt pour des gens qui sont un peu plus habitués à manipuler la donnée. On parlait tout à l'heure de ces utilisateurs Excel, ou BO, ou Cognos, ou Click, etc. Donc c'est ce type d'utilisateur-là. Par contre, si vous êtes sur un utilisateur plus métier, on a une autre solution dans Digdash, c'est la question en langage naturel. Donc je peux effectivement poser des questions, je voudrais voir par type de ligne par exemple. Si je pose cette question, ça va aller interroger les différentes sources de données auxquelles j'ai accès et générer un graphique en temps réel. Donc pourquoi il me propose ce type de graphique? Parce que c'est celui qui est le plus adapté pour répondre à cette question-là. D'accord, c'est une dimension discrète avec peu de membres, c'est donc un graphique en barre qui est le plus adapté. J'ai toujours le filtrage, hein, sur 2019-2020, mais je peux l'enlever, je peux rentrer dans le détail de l'un ou l'autre des éléments, et on va voir que ça continue à fonctionner comme on pourrait l'imaginer. Si je demande les coûts par année, cette fois-ci, bah, l'année, c'est une dimension continue. Pour représenter cette continuité, c'est le graphique en courbe qui est le plus adapté. D'accord, et pareil, je vais pouvoir rentrer dans le détail de l'information, remonter, etc. Je peux mixer les choses, hein, par année et par type de ligne. Alors j'ai mis R-type, mais j'imagine qu'il va quand même, grâce au fuzzy matching, trouver ce que je voulais dire. Hein, on n'est pas obligé de taper le mot exact, hein, c'est ça qui est important à comprendre. On a aussi un dictionnaire de synonymes qui va permettre de faire plus d'associations. Donc par exemple, il y a des gens qui vont parler de CA, d'autres de chiffre d'affaires, d'autres de revenus. Ils parlent peut-être tous de la même mesure. Donc on peut associer des synonymes aux éléments. Okay, pareil, hein, je peux rentrer dans le détail de l'un ou de l'autre des choses et voir comment ça se génère. Ok. Dernière chose que je voudrais vous montrer, là on était sur ce qu'on appelle chez nous du requêtage ad hoc. Je me pose la question, mais elle est jetable. J'en ai pas besoin demain de la réponse à cette question. J'en ai besoin de manière plus régulière, je vais plutôt me construire mon propre tableau de bord. Et je sais qu'il me reste plus que 3 minutes et que Gilles commence à trépigner pour prendre la parole. Mais je devrais, pour les 3 prochaines minutes, pouvoir vous montrer quelque chose. Donc l'idée, effectivement, quand j'ai un besoin plus récurrent, je peux aussi me créer ma propre page de tableau de bord. Soit en assemblant des choses existantes, hein, donc je vais prendre par exemple ici un objet chiffre d'affaires par région, je le pose sur ma page de tableau de bord, je peux le mixer avec n'importe quel autre élément, hein, je vais aller dans, je sais pas, on va prendre parc, corrélation entre le temps de communication et la qualité de communication. Donc on peut vraiment poser des objets qui sont d'ailleurs pas forcément liés entre eux, hein. Je peux aller sur une autre source de données complète et dire voilà, c'est ma page personnelle, je veux en plus assembler une cartographie OpenStreetMap avec les mairies de Paris. Ça n'a absolument rien à voir ici, hein. Je ne vous conseille pas quand même d'aller jusqu'à ce niveau de délire, mais on peut, hein. J'assemble les choses telles que je le souhaite sur ma page de tableau de bord, en conservant les interactions qu'on pourrait imaginer, hein. Je rentre dans le détail de l'un ou de l'autre, je choisis les mairies qui m'intéressent, celles du 10e, du 11e, et je les vois apparaître effectivement sur ma carte. Ok, je rentre dans l'éditeur à nouveau, je vais aller un cran plus loin, je vais vous montrer comment on charge des données. Donc, pour charger des données, c'est très simple. On a la possibilité d'utiliser l'assistant de création de tableau de bord. Donc, ça s'adresse vraiment à des utilisateurs métiers ici. On n'est pas sur l'utilisateur technique. Je ne vais pas vous montrer aujourd'hui la partie studio du produit. C'est pour ça que je vous encourage à aller sur d'autres webinaires si vous voulez voir la partie studio. Donc là, l'utilisateur métier, il peut effectivement dire, bah, tiens, je voudrais charger mon propre petit jeu de données. Hein, c'est un fichier Excel. En l'occurrence, il fait à peu près 6 mégas, enfin 5,6 mégas. Donc, si je clique sur suivant ici, il va y avoir une analyse sémantique. Alors d'ailleurs, il n'a rien trouvé, je ne sais pas pourquoi. Donc il n'y a pas d'analyse sémantique. Normalement, il y a une analyse sémantique. Il était censé découvrir dans les données à quoi ça ressemblait. Je vois qu'il y a des dates, des régions magasins, des produits. Donc il m'a en tout cas déduit automatiquement ce qu'on appelle un modèle de données
automatique. Donc, par exemple, il a trouvé qu'il y avait une dimension temporelle, il a trouvé qu'il y avait une dimension géographique, automatiquement. D'accord. Normalement, il aura dû me reconnaître également des données. J'imagine que je n'ai pas installé la version comme il faut, mais c'est pas grave. Bah, si, il a reconnu cette fois-ci. Donc, il trouve que ça ressemble à la vente au détail. D'accord. Si je clique dessus, il va me générer automatiquement une série de graphiques, d'accord, qui correspond à ce que je pourrais faire avec ce tableau. Si je clique sur terminer et construire, je pourrais continuer à l'enrichir, mais on va juste laisser ça par défaut. Je clique sur terminer et construire, il va me générer une page produit dans laquelle je vais voir par région, par produit, le chiffre d'affaires, les 5 meilleurs produits. Je vais voir une page indicateur clé avec la cartographie des ventes, l'évolution des ventes par année, etc., etc. Je peux continuer à enrichir ça. Hein. Juste pour la dernière minute, je vais vous montrer qu'effectivement, je vais créer une page supplémentaire, la page marge. Je vais aller sur création de nouveaux graphiques. On va choisir la source qu'on vient de charger. Et là, il va me suggérer ce que je peux faire avec. Je peux faire une liste de tendances, piquer un axe temporel, je clique sur marge, je clique sur plus, et automatiquement, il va me générer le graphique le plus approprié pour lui. C'est pareil sur l'axe géographique, hein, je peux prendre la région magasin, je prends la marge, je clique sur plus, et automatiquement, il me propose ce qui lui semble le plus évident. Donc là, on voit qu'on s'adresse à un utilisateur métier, hein, métier plus, parce qu'effectivement, tout est complètement assisté. Si j'étais sur un utilisateur un peu plus analyste, je vais toujours accès à ce petit crayon d'analyse qui va me permettre de dire, bah, tiens, je voudrais voir cette cartographie, mais je voudrais voir son évolution sur l'axe temporel. D'accord. Donc ça, on peut le faire très facilement aussi. Pareil, si je voulais beaucoup plus loin, je pourrais cliquer ici et dire, bah, plutôt que de voir les données par année, je voudrais plutôt commencer par les voir par mois. Et en plus, je vais appliquer un algorithme prédictif, pourquoi pas. Hein. Je vais choisir un des algorithmes qui existent dans Dicta, je le mets sur la marge et on va voir effectivement qu'automatiquement, non seulement il va me montrer ce qu'aurait donné cet algorithme sur le passé, mais il va me prédire la saisonnalité et la tendance de ces données-là. Donc très facilement, je peux assembler mon tableau de bord, venir y mettre du contenu additionnel, comme par exemple quels sont les éléments qui ont été filtrés, ou quelle est une boîte de recherche dans laquelle je peux, dans lequel je peux effectivement venir rechercher mes données. Donc si je reviens à l'exploitation de ce tableau de bord, bah, tout ce qu'on pourrait imaginer en termes de recherche, navigation existe. On a les menus de filtrage, on a la capacité à venir chercher, voilà, je cherche quelque chose qui contient un BA par exemple. Il y a des produits, hein, par exemple un baby-foot, voilà, je clique dessus et je vais voir automatiquement la répartition des ventes, comment ça se fait sur le passé, etc. etc. Ok, donc ça c'était juste pour vous faire une petite introduction au logiciel Digda. Je vais passer la main à Gilles. Je ne sais pas s'il y a des questions avant que je passe la main. Sinon, de toute façon, on a un temps de pause aussi pendant lequel je pourrais répondre aux questions. J'en ai encore une. Ouais. Tout à l'heure, vous disiez que pour avoir la scalabilité, il fallait donc mettre en place du multi-cluster et autres. En termes d'installation, ça se passe comment? C'est du SaaS, c'est du on-prem? Très bonne question. C'est vrai que je n'ai pas répondu à cette question-là. Les deux sont possibles. Donc, soit vous pouvez déployer Digdash dans votre propre infrastructure, qu'elle soit basée sur Windows ou Linux, il n'y a pas de problématique particulière, ou effectivement on-premise, et on n'impose pas le type de provider pour le on-premise. Donc, ça peut être chez Google Cloud Platform, ça peut être chez Amazon Web Services, ça peut être chez Microsoft Azure. Nous, on privilégie un acteur un peu local parce qu'on travaille aussi beaucoup dans le secteur public, c'est OVH. Effectivement, on travaille avec le ministère de la Santé, par exemple. Et en fait, la problématique, c'est quand on travaille avec des données de santé, bah, clairement, le Cloud Act américain qui permet au gouvernement américain potentiellement d'accéder à toutes vos données à n'importe quel moment s'il le demande aux prestataires, c'est une problématique. Donc, la seule possibilité, c'est d'aller vers un acteur européen. Donc, nous, on privilégie OVH, il y en a d'autres, hein, mais c'est celui avec lequel on travaille beaucoup, notamment dans le secteur public. Et il y a des connecteurs natifs avec BigQuery? Il y a des connecteurs natifs BigQuery, oui, tout à fait. Et pareil, du côté Amazon Redshift, on a les connecteurs natifs aussi. Snowflake, pour l'instant, on le traite en JDBC. Donc, a priori, on a des retours qui disent que ça fonctionne correctement. Donc, pour la performance, puisque ce driver, il marche, hein, mais il est un peu lent. C'est ce qu'on a cru comprendre. Donc, après, nous, on n'est pas sur des problématiques de performance dans la mesure où on charge les données dans notre propre moteur de calcul. Ce qui va effectivement permettre de faire les alimentations pendant la nuit ou ce genre de choses-là. Mais oui, c'est ce que j'ai cru comprendre effectivement sur Snowflake, il y a mieux à faire que le driver JDBC. Tout à l'heure, vous parliez des deux sources de données, soit un CSV, soit une base. On peut mixer les deux. On peut mixer les deux, tout à fait. On peut avoir de la donnée locale plus la donnée. Absolument. Ouais, tout à fait. Il y a pas de besoin de métier assez fréquent en fait. Exactement. La source corporate. Ouais. Et c'est même plutôt ça mon cas d'usage là quand je charge les données, c'est exactement ce cas-là. J'ai un référentiel métier dans lequel potentiellement j'ai déjà de la structuration de l'information. Par exemple, si j'ai un axe organisation ou j'ai un axe géographique
qui est particulier à ma société, quand je vais reconnaître des choses qui ressemblent à cet axe géographique, je vais pouvoir y associer la hiérarchie qui existe déjà dans le référentiel. Une question par rapport à la partie de définition des propriétés, enfin des différentes dimensions. Vous plugger un dictionnaire déjà existant. Je ne sais pas si Gilles en parlait ou pas. Alors, aujourd'hui, non. On ne peut pas se plugger un dictionnaire existant. Par contre, la fonction de data catalogue existe aussi dans DigDash. Donc, changer par API on peut les changer par API, on peut faire des choses effectivement, mais on a aussi prévu de pouvoir se connecter plus nativement à des applications de data catalogue parce qu'il y a des demandes effectivement des utilisateurs par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, soit en ligne, soit dans la salle? Non, mais je vais passer la main à Gilles en lui donnant le rôle de présentateur. Hop, je vais te laisser la chaise et le micro. Magique. Oups, je l'ai perdu. C'est bon, c'est bon. Il faut juste que je le replie sur le côté. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Moi, je voulais aborder un sujet qui est lié, enfin, Antoine en a parlé, a amorcé un petit peu le sujet, a effleuré le sujet de la rationalisation et surtout de la manière de faire du reporting, parce qu'on sait que c'est un sujet important dans les entreprises. On est aujourd'hui dans une dynamique où on a besoin de piloter mieux nos entreprises. Et globalement, on s'aperçoit que beaucoup de choses sont demandées. J'en parlais tout à l'heure avec Jean-Marc, il en parlera peut-être aussi dans sa présentation, mais il y a beaucoup de demandes de nouveaux indicateurs ou en tout cas de regarder comment l'entreprise évolue avec de nouveaux outils qu'on met à disposition comme DigDash. Et donc, du coup, nous, en tant que responsables soit décisionnel, soit métier, direction finance, ou en tout cas, on a un devoir de présenter des indicateurs qui soient les plus justes possibles et qui soient les mieux compris, les plus efficients. Donc, mon sujet, ça va être surtout ça, c'est de vous expliquer un peu comment révolutionner, je peux le dire, révolutionner le pilotage dans l'entreprise, c'est un peu l'idée et le credo que je vais poursuivre dans la présentation. Juste pour me présenter, je suis Gilles Fiollet, donc je suis directeur de l'offre et de l'innovation chez Senesis. J'en suis aussi le co-dirigeant. Nous sommes basés à Lille et aussi un petit peu dans l'Ouest. On va dans les années à venir venir aussi dans l'Est, le Sud-Est de la France et notamment sur la région Rhône-Alpes. J'ai 50 ans, j'ai 25 ans de vie d'entreprise, dont 22 dans la data et 10 maintenant, bientôt en novembre, 10 ans chez Senesis, qui aujourd'hui est une société vraiment exclusive data, c'est-à-dire que notre volonté et notre promesse auprès de nos clients, des entreprises, c'est de les aider à révéler le potentiel de leurs données. Et cette révélation va se faire au travers de l'usage, donc ce qui nous occupe aujourd'hui, mais ça peut se faire aussi au travers de la partie qualité de données, ça peut se faire à partir des sujets autour du référentiel. Donc tout ce qui concerne en fait la valorisation de la data dans l'entreprise, c'est là-dessus que nous, on va apporter notre accompagnement avec des méthodes, avec des outils potentiellement. Ça fait presque autant de temps que je suis chez Senesis qu'on travaille avec DigDash. Voilà, c'est une solution qu'on avait identifiée très vite comme étant à fort potentiel sur la partie usage, mais on travaille aussi sur la gouvernance de la donnée et comment donc gérer, administrer la data dans l'entreprise.
Notre façon de voir la data, c'est aussi une manière un peu différente. On essaye en tout cas d'avoir une approche différente de la data, ne pas juste la réserver à business to business, c'est simplement aussi d'élargir le spectre en disant finalement la data dans l'entreprise, elle peut servir à beaucoup de choses et pas que à piloter la marge et le chiffre d'affaires. Donc on peut exploiter la data pour rendre nos collaborateurs plus heureux encore, plus à même de mieux travailler et de mieux appliquer leurs procédures, leurs process. Ça va permettre aussi de montrer que l'entreprise a une vraie vocation enfin, en ce moment, on a beaucoup de choses autour de la RSE, la responsabilité sociétale. Donc, l'idée, c'est aussi de s'appuyer sur la data pour faire ça. Et donc, notre volonté, c'est aussi d'apporter toute cette richesse qu'il y a dans le patrimoine informationnel des entreprises pour aller chercher de nouvelles possibilités de grandir et de croître. Voilà. Je vais venir directement maintenant dans le sujet. Pourquoi nous, chez Synesis, on pense que globalement, il y a un vrai intérêt à révolutionner le pilotage, c'est que c'est simplement une vraie attente des entreprises et notamment des directeurs financiers. Ça, c'est une étude qui a été faite, ça date de 2018, mais vous voyez que ça pousse jusqu'à 3 ans. Donc, une étude qui a été faite auprès des directeurs financiers de grandes entreprises ou de TI, qui montre que la priorité majeure des directions financières, c'est de bien piloter la performance. Et donc, du coup, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais on parle de plus en plus de directeurs de la performance et moins en moins de directeurs financiers. On est vraiment dans cette logique-là d'aller chercher des axes de performance et ça doit passer par une constatation de la situation actuelle et de pouvoir se projeter dans le futur. Et donc, du coup, c'est cette volonté de mieux appréhender et de mieux utiliser les indicateurs et la data dans l'entreprise, c'est un vrai sujet des directeurs financiers. Et c'est pour ça que, globalement, il y a tout intérêt dans une logique de gouvernance de la data et de rationalisation de l'information dans l'entreprise, de mieux structurer encore l'accès aux indicateurs pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Si on se rend compte globalement de l'importance du reporting dans l'entreprise, au-delà de cette étude qui a été faite, on s'aperçoit que globalement, dans les chiffres que vous voyez là, il y a des chiffres qui viennent de différentes études comme celles que je vous ai présentées avant. Il y a aussi ce que moi j'ai pu constater au travers de mes expériences depuis pas mal d'années. Et en fait, on s'aperçoit que globalement, dans l'entreprise, 70%, enfin uniquement 70% de ce qu'on produit en termes de reporting est réellement utilisé. Et quand je dis réellement, c'est que ça a un vrai appui au pilotage des différents process. Ça veut dire que quand même presque 30%, un tiers de ce qu'on produit n'est absolument pas utilisé, ou en tout cas ou très ponctuellement. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de déchets dans le reporting et dans la façon de l'amener auprès des différents acteurs de l'entreprise. Ça vient aussi d'un état de fait que dans nos organisations, on a aussi un manque de confiance souvent dans la data. Si on interroge les gens du métier, c'est un peu un constat qu'on pourrait avoir, c'est que globalement, en termes d'accès à la qualité, de la compréhension, parce que la confiance, c'est pas qu'une question de qualité de données intrinsèque, c'est aussi une notion de finalement, est-ce que je comprends bien ce que je suis en train de regarder. Et donc, du coup, finalement, toute cette partie-là va contribuer aussi à ce que quelqu'un qui est chargé de faire l'analyse, je pense au contrôleur de gestion, en fait, finalement, il va passer beaucoup plus de temps à préparer de l'information, à la manipuler, à la restituer, plutôt qu'à l'analyser, c'est-à-dire finalement à faire son vrai boulot de contrôleur de gestion, qui est de trouver des pistes d'efficience, des axes d'efficience. Et donc, du coup, si on fait un calcul, j'ai fait un petit calcul très basique en prenant une moyenne de personnes dans l'entreprise, donc ça va englober grand compte le ETI, mais on n'est pas très loin finalement de 3 hommes à produire du reporting et qui n'a aucun intérêt. Donc c'est quand même assez, ça peut quand même être important dans l'entreprise, le temps passé à produire du reporting qui ne sera pas utilisé.
Alors pourquoi il n'est pas utilisé? Bon, j'ai parlé de la confiance, j'ai parlé du fait qu'on ne maîtrise pas forcément bien ce qu'on est en train de manipuler comme indicateur ou comme reporting. Mais aussi, il y a le côté restitution. Antoine parlait juste avant de ne pas utiliser la 3D. Ça peut être un vrai frein, effectivement, à l'appréhension de l'indicateur qu'on est en train de regarder. Donc, il y a des visualisations qui ne sont pas du tout inspirantes, que ce soit du tabulaire énorme ou finalement des graphiques qui finalement sont trop chargés, apportent beaucoup d'informations et on se noie un petit peu. Quand on est aussi simple utilisateur de reporting, si on doit commencer à passer du temps à comprendre ou à chercher l'information qui nous intéresse, ça peut aussi être un frein à son usage. Et puis, un constat qu'on peut faire aussi, c'est qu'on essaye de répondre à tous les besoins avec 1 ou 2 ou 3 graphiques uniquement, et on ne va pas essayer d'aller plus loin. Donc, on va à chaque fois essayer d'être toujours dans les mêmes reporting pour toutes les circonstances. Ça, ça peut être un vrai frein à l'usage de reporting. Et donc, du coup, il est temps de changer de paradigme et de fonctionner différemment. On a vu avec la présentation d'Antoine sur DigDash qu'il est possible, avec les outils actuels comme DigDash, de penser son reporting, son dashboarding de manière différente et de le rendre encore plus interactif pour que finalement chacun puisse appréhender ses indicateurs, de les structurer comme il a envie pour le contexte dans lequel il est. On a vu qu'on pouvait finalement très simplement produire un PowerPoint à la volée et pouvoir le diffuser. Donc, il y a moyen, à chaque fois qu'on veut faire une analyse, présenter un contexte, de se raconter une histoire. Et c'est vraiment ça qui va être le succès de vos futurs dashboards, puisque je ne doute pas qu'à la suite de cette présentation, vous allez vous mettre à raconter des belles histoires, comme vous pouvez le faire avec vos enfants. Et donc, du coup, c'est vraiment cet aspect-là qu'il faut avoir. Une belle histoire, c'est quoi? C'est de la data, donc la bonne data, le bon indicateur, le bon contexte. C'est une belle histoire, donc comment on va l'enchaîner. C'est une belle histoire, c'est aussi un objectif. On veut surtout apporter une information sur un contexte particulier. Donc, on cherche l'efficience, hein, c'est ce que nous disent tous les directeurs financiers. Et donc, du coup, l'efficience, elle va varier en fonction des problématiques actuelles. En ce moment, on est sur des sujets de comment absorber cette crise sanitaire. Ce n'est pas les mêmes indicateurs et pas les mêmes reporting que l'année dernière. On va tous se poser la question, d'ailleurs, je me faisais la remarque hier, on va tous se poser la question en 2021, est-ce qu'on peut comparer 2021 à 2020? Vous allez tous vous poser cette question-là dans le reporting. Tous les graphes que vous avez faits jusqu'à présent sont N-1. Est-ce que ces graphes-là vont fonctionner l'année prochaine? Bon, voilà, il peut y avoir débat. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il va falloir repenser ça. Et puis, donc j'ai dit la data, l'histoire, l'objectif, mais aussi, évidemment, le visuel, très important. On l'a vu tout à l'heure avec Antoine, on ne va pas utiliser une courbe pour une dimension discrète, on va plutôt privilégier l'histogramme, le graphe en barre. Donc, prendre le bon visuel pour bien expliquer la situation, c'est très important. Et donc, du coup, c'est ce qu'on va voir au milieu de tout ça. Le succès de la visualisation, c'est tous ces éléments-là qui seront réunis. Raconter une histoire, c'est aussi maîtriser finalement l'intrigue et le dénouement. Quand vous racontez l'histoire, c'est vous qui décidez ce qu'il arrive au personnage et comment ça va se terminer. C'est important de montrer ça parce que globalement, ce qui va se passer, c'est aussi celui qui fait le reporting qui va guider l'analyse, qui va guider finalement l'auditeur vers ce qu'on veut présenter et vers là où on veut aller. Je prends un cas pas du tout actuel. Ce sont les chiffres remontés par Santé publique France, ça date de la semaine dernière. Donc, vous avez à gauche des vrais chiffres de Santé publique France qu'on va retrouver sur leur portail. Bon, ils n'ont pas choisi DigDash, peut-être que oui, moi j'en sais rien, je ne sais pas si vous avez le ministère de la Santé, mais en tout cas, voilà, c'est les chiffres qui sont présentés par Santé publique France. On va dire qu'ils sont plutôt les alarmistes. C'est leur job, c'est normal, et ils ont tout à fait raison de nous éveiller sur ces indicateurs-là. Moi, je vais prendre la position du rassuriste. Il y en a quelques-uns en France pour dire que finalement, tout ça, c'est pas grand-chose. Et donc, du coup,
on peut très bien raconter la même histoire avec une vision différente, c'est que je retourne complètement les chiffres. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire à droite. Je ne prends pas parti, évidemment. Hein. Je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je suis complètement neutre dans cette histoire. Mais j'ai voulu voilà, retransformer ces chiffres-là et les retourner, les montrer d'une manière différente. Et si vous regardez bien, finalement, si je raconte l'histoire avec la vision des rassuristes, on pourrait tout à fait dire qu'ils ont raison. Hein, voilà, on n'est plus à ce système de positivité. On est à 10, par exemple, aujourd'hui. Mais 10, c'est 90 de négativité. Ce n'est pas le même chiffre. Pourtant, c'est les mêmes data. D'accord? Donc, ce n'est pas la même histoire et c'est important de voir que, en fonction de ce qu'on va choisir, de l'indicateur, dans comment on va le montrer, l'histoire sera complètement différente. Donc, l'idée, je vous disais, raconter une histoire, c'est aussi avoir un objectif. C'est important de s'adapter à son auditoire. C'est-à-dire que quand on va proposer un dashboard, un PowerPoint, un fichier Excel, peu importe le format dans lequel on va proposer notre reporting, c'est important de bien s'adapter à son auditoire. Aujourd'hui, ce qu'on sait bien faire, finalement, c'est de préciser finalement pourquoi on va montrer les KPI, on est sur le chiffre d'affaires, on est sur la marge, on est sur le taux de pénétration, etc. Et puis, on va savoir bien utiliser potentiellement le visuel. On va choisir peut-être le bon graphe, le tableau, la courbe, etc. Ce qu'on fait moins bien, finalement, c'est pour qui on va faire ce reporting et qu'est-ce qu'on attend de nos auditeurs, de notre auditoire, enfin notre auditoire ou de nos auditeurs. On va plutôt pêcher là-dessus, c'est-à-dire que finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va toujours faire le même reporting dans le même contexte. Alors qu'en fait, finalement, si on s'adresse à la direction marketing ou on s'adresse à la direction financière ou à la direction des ressources humaines, on n'aura pas forcément le même message, même si on utilise les mêmes indicateurs. Et donc, du coup, il va falloir plutôt bien adapter notre reporting et surtout se poser des questions, qu'est-ce qu'on attend de notre récipiendaire. Typiquement, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type de graphe, mais voilà, souvent, moi, ce que je vois en entrée, c'est un tableau de bord, synthèse des ventes, et je vais tout mettre dedans. Okay. Allez, je vais mettre le chiffre d'affaires, je vais mettre le chiffre d'affaires N-1, N-2, la marge, le stock, le nombre de personnes qui sont rentrées dans le magasin. On va tout mettre dans la synthèse des ventes, et puis on va envoyer ça, et puis démerdez-vous, prenez les bonnes décisions. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de se dire, finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de répondre au directeur du magasin, au directeur marketing, et je ne vais pas leur montrer la même chose. Peut-être que pour le directeur de magasin, on sera plutôt sur un taux de transfo, combien de personnes sont rentrées dans le magasin et combien ont acheté. Donc, on va retrouver cet indicateur dans notre synthèse des ventes, il n'y a pas de doute. Hein. Pour la direction marketing, on va plutôt réfléchir par canal. Est-ce que notre canal, le click and collect, est-ce que notre marketplace, est-ce que notre magasin, c'est vraiment le bon format et donc, du coup, il faut vraiment réfléchir à penser ça. Ça, parce que dans l'agenda, on parlait de gouvernance de données, cette action-là, cette réflexion-là, ça va permettre aussi de rationaliser vos KPI et de se dire potentiellement le nombre de clients de l'année précédente, ça n'a peut-être pas d'intérêt, c'est peut-être pas ça qu'on va chercher à avoir. Et c'est comme ça qu'il va falloir finalement, vous allez pouvoir rationaliser, mieux gouverner vos indicateurs, mieux les définir. Alors évidemment, il y a toujours celui qui va dire mais ouais, mais sympa ton reporting, mais est-ce que tu peux quand même m'envoyer tout le détail parce que finalement ça me va pas moi tes graphes. Ou alors ça serait bien que tu me rajoutes le N-2 mais en version comparable. En fait, c'était mieux quand tu me donnais des chiffres bruts. Moi, je me démerdais ou je me débrouillais, pardon. Et donc du coup, oui, il y a toujours les réticences, c'est normal. On peut pas toujours tout transformer en une journée. Et donc du coup, il faut aussi savoir accompagner le changement, donc pouvoir aussi un peu lâcher du lest, mais aussi finalement expliquer que non, tu as tout intérêt à réfléchir différemment, pourquoi il faut réfléchir différemment, qu'est-ce que j'attendais de toi par rapport à ce reporting. Et donc du coup, il ne faut pas lâcher l'affaire. Et donc tout ça, en fait, pour construire ça, on va prendre le temps de créer un schéma narratif. Il faut penser, en fait, il faut vraiment penser notre dashboard comme une histoire à raconter. Par quelle étape je vais passer? C'est quoi mon intrigue? Par quoi je commence? Est-ce que d'abord je présente les chiffres macro ou est-ce que je vais prendre les chiffres détails? Est-ce que je vais plutôt avoir une logique canal ou une logique collaborateur? J'en sais rien. Région. Voilà, il faut réfléchir à comment on va construire une histoire. Quel graphe, vous voyez, sur le petit post-it, ça c'est un exercice que j'ai fait avec un client.
on se posait aussi tout de suite les questions de quel est le meilleur graphe pour répondre à la problématique. Et d'ailleurs, le meilleur graphe, alors là, l'exemple que je montre, il n'a pas été fait avec Digdash, mais je ne doute pas qu'on puisse le faire un jour avec Digdash. C'est quelque chose qui a été fait un peu à façon, hein, évidemment. Mais vous voyez, en fait, l'idée, c'est là, on veut montrer comment sont répartis les contributeurs à un projet. Et on s'est dit finalement que la meilleure façon de présenter ça, c'était un peu le présenter sous forme Assemblée nationale, hémicycle, vous voyez, et montrer un peu comment est réparti l'ensemble des contributeurs du projet. Et donc du coup, faire ce choix-là, c'était déjà finalement quand je regarde le graphe, déjà je comprends, déjà je peux au moins avoir une compréhension globale de ce qu'on est en train de me dire. Je suis là sur une représentation d'un collège de contributeurs ou d'un collège d'acteurs. J'aurais pu le faire en histogramme, j'aurais pu le faire en barre. Le rendu n'aurait pas été complètement identique. Le visuel est important. Une autre importance, quelque chose d'autre important sur le visuel, c'est aussi d'être en capacité d'utiliser ce qu'on appelle les caractéristiques préattentives. Il faut savoir que notre cerveau, je ne vais pas vous faire un cours de cognitif parce qu'on n'a pas le temps, mais il faut savoir que globalement, notre cerveau va plus vite que nos yeux. Enfin, finalement, on va intégrer les choses de manière assez rapide. Et si on allume ce qu'on veut que l'auditeur voit, il va le voir, c'est sûr. Il va voir qu'ici, on met l'accent sur les éléments de satisfaction qui sont plutôt l'émission et l'ambiance. Ce ne sont pas les chiffres de Synesis, hein, je vous rassure tout de suite. C'est un exemple complètement farfelu. Mais globalement, voilà, ce que je veux moi montrer, c'est que la satisfaction de nos collaborateurs sont plutôt sur l'émission et l'ambiance que sur la stratégie, la vision sociale de l'entreprise. Pourquoi? C'est pas que je veux berner en disant les gens se sentent bien finalement. Non, c'est parce que mon étude, enfin mon reporting montre qu'on a fait un effort, par exemple, on pourrait se dire ça, on a fait un effort sur le choix des missions. Et donc du coup, si je veux le présenter, on a réussi. Typiquement avec les outils Digdash, comme on est sur des choses qui sont très customisables, on peut tout à fait utiliser et faire ce type de choses. Et il faut pas hésiter à le faire, à utiliser ces caractéristiques préattentives. Et en termes de caractéristiques, là je vous ai montré la couleur, mais on peut utiliser l'orientation, on peut utiliser l'intensité. Enfin, il y a plein de possibilités de mettre en place ce type de caractéristiques pour mettre le doigt sur les indicateurs qu'on veut montrer. D'ailleurs, je vous conseille la lecture de Storytelling with Data de Colin McNaghey qui est vraiment très sympathique. Enfin, pour bien mesurer, bien mettre en place ce type de choses, ce bouquin-là nous donne pas mal d'éléments. Ce qui est important également, c'est d'épurer un peu notre reporting, enlever des surcharges, enlever des axes qui ne servent à rien, enlever potentiellement des lignes. Enfin, l'idée, c'est vraiment de montrer que ce qui est important et ce qui est intéressant à voir, pour pas que notre œil, en fait, soit perdu dans différents, enfin, soit distrait par des sources qui n'ont aucun intérêt pour ce qu'on est en train de faire. Et puis choisir la bonne représentation, ce que je disais tout à l'heure, avec l'hémicycle, c'est vraiment de se poser la question à chaque fois de comment je vais représenter mon indicateur, voilà, le graphe en cascade pour montrer comment ça se répartit, comment ça évolue sur une année à l'autre. Ben, c'est très adapté. Il y a vraiment moyen de faire des choses très simples qui permettent de bien comprendre et de faire en fait qu'un reporting soit vraiment impactant. Et c'est ça qu'on va chercher à faire. Pour mettre en place une nouvelle appréhension, une nouvelle façon de travailler avec le KPI et donc de gouverner finalement les indicateurs de pilotage, il faut savoir faire des restitutions impactantes. Donc en synthèse, je ne sais pas où j'en suis dans mon timing, c'est bon. En synthèse, il faut vraiment garder la maîtrise de la communication, savoir raconter une histoire, et la commenter aussi. Donc, pas hésiter à mettre du texte. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait mettre des commentaires. On pouvait, enfin, que vous utilisiez, quel que soit l'outil que vous utilisez, même si vous faites du PPT de l'Excel, il ne faut pas hésiter à commenter pour avoir finalement guidé l'appréhension, la compréhension
des différents indicateurs qu'on veut amener à notre auditoire. Et amener aussi, du coup, les directeurs financiers et les personnes qui produisent du reporting, donc tous vos utilisateurs qui seront plutôt dans la construction de reporting, à penser comme ça pour changer les choses dans l'entreprise. Voilà, donc sachez que chez Cenesis, on est tout à fait capable de vous accompagner sur cette notion de data storytelling. On fait de la formation, on fait de l'accompagnement autour de ça. N'hésitez pas à aller sur notre site ou à revenir vers nous par rapport à ça. Merci. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Je suis pile poil en timing. C'est la première fois que ça m'arrive. Il n'y a pas de questions en ligne non plus. Je ne sais pas si en ligne il y a des questions. N'hésitez pas à venir les poser. A priori, pas de questions. Eh bien, on va faire une petite pause d'un petit quart d'heure. Alors, nous, ici, on a des croissants, mais les croissants en mode dématérialisé, c'est plus compliqué. Donc, on vous retrouve en ligne dans un quart d'heure pour la présentation de Jean-Marc Sangnier de Promode. Alors, on va reprendre. Je vais laisser la parole à Jean-Marc Sangnier de Promode qui va nous expliquer un petit peu ce qu'ils ont mis en place récemment et notamment avec Digdash et Cenesis. Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas beaucoup vous parler de Promode. Je vais vraiment me focaliser sur ce qui nous a amené à choisir Digdash et vous montrer rapidement un petit peu où on en est dans notre projet aujourd'hui. Donc, les seules choses que je vais dire à propos de Promode, c'est que l'entreprise a été créée en 1975 par Francis Charles Paulet et elle est actuellement dirigée par son fils Julien Paulet. Donc, c'est une société de retail à prêt-à-porter féminin. Et comme tout le retail et plus particulièrement l'habillement, le contexte est très difficile. Ça, c'est une surprise pour personne. Et donc, depuis quelques années, on travaille sur un plan de transfo au niveau de l'entreprise. Et la data est clairement un des piliers de cette transfo. D'où le projet data qui a été démarré en 2018. Donc, il y a d'abord eu un audit et un constat. On a un système d'information qui est très riche en données. En fait, tout le système d'information, c'est un système propriétaire. Il a été construit en interne. On n'a quasiment pas de logiciel dans l'entreprise. Et ça nous permet d'avoir aujourd'hui de nombreuses informations, que ce soit clients, produits ou supply, qui sont directement à notre disposition et que l'on maîtrise à 100%. Et l'idée, c'était de mettre la data au service de l'expérience client. Donc, c'est valoriser cet actif qui était complètement sous-exploité. Et ensuite, fédérer l'ensemble des directions sur cette data. Clairement, par le passé, pour la majorité des entreprises, c'est le produit qui est au centre des données. Et aujourd'hui, on a vraiment une transformation au niveau de beaucoup d'entreprises où c'est le client qui devient le centre et le produit est annexe à ça. Et donc, l'idée, c'est vraiment là de construire, de mettre la client au centre de nos data et d'avoir une vision 360 autour de cette client. Donc, l'objectif initial, c'était la mise en place d'une plateforme data pouvant nous permettre de traiter de nombreux use cases data science. Donc, c'était vraiment l'objectif initial de pousser ces analyses. Alors, fermez la petite boîte. Si c'est possible ou pas. Peut-être juste au moins recliquer là-dessus que ça. Ouais. Donc, c'était vraiment de donner la possibilité à des data scientists d'analyser les données et de donner de l'information et des statistiques à l'ensemble des directions, marketing, supply et autres.
Et le projet a évolué il y a un peu plus d'1 an. J'ai perdu. Hop. Où il a été décidé de remettre à plat l'ensemble des KPI de pilotage de chaque direction, tout ça pour s'aligner sur le plan de transfo qui était en train d'être mis en place. Mais qui dit remise à plat des KPI dit mise en place d'une gouvernance ad hoc. Donc on a dû revoir complètement notre gouvernance et l'associer à tout ce qui était retravaillé. Et une fois que ça a été fait, ça voulait dire réécrire l'ensemble de nos tableaux de bord de pilotage sous forme de data vis. D'où la recherche d'un nouvel outil de data vis BI. Alors, par le passé, et aujourd'hui c'est encore majoritairement le cas, on a 3 outils pour faire tous nos reporting. On a tout d'abord des tableaux de bord institutionnels. C'est développé dans un langage propriétaire. Et donc, c'est vraiment du développement interne. On s'appuyait sur ClickView. Depuis 2006, on avait ClickView dans l'entreprise. Et enfin, on utilisait des extracteurs de données, plus à orientation des... Ah ben, ça y est. Des contrôleurs de gestion, pardon. Qui tapaient directement dans les données pour s'extraire les informations dont ils avaient besoin pour retraiter ça par ailleurs. Et donc, la question, c'est quel outil pour remplacer tout ou partie des outils actuels. Donc, pour ce faire, on a déjà récupéré une liste de solutions potentielles. On a pris les classiques. Étant ClickView, on a forcément pris ClickSense, Power BI, etc. Enfin, tous les leaders du marché. Et puis quelques solutions un peu moins connues, un peu plus ésotériques. Clairement, Digdash, pour nous, n'était pas une solution inconnue, puisqu'il y a une dizaine d'années, j'avais déjà rencontré Antoine Buat qui était venu nous présenter sa solution. Mais à l'époque, on était jeunes clients ClickView et il n'était même pas envisagé de retraiter nos tableaux de bord avec une autre solution, puisque le Click venait d'être intégré à la société. Et donc derrière, on a fait une matrice d'évaluation. Et chaque point, on les a pondérés en fonction de nos besoins spécifiques ProMode. Donc en gros, on avait l'expérience utilisateur, tout ce qui est ergonomie, gestion des commentaires, le storytelling, la partie self-BI, la facilité du dev, que ce soit en modélisation, création de graphiques, gestion de simulation, les modes de rafraîchissement, scheduler ou piloter, l'intégration automatique dans du PDF, email, PowerPoint et autres. Et on a intégré également 1 à 2 personnes des directions principales qui étaient directement concernées par toute la partie self-BI. Et enfin, il fallait que ce soit adapté à la fois aux besoins du siège, mais aussi de l'ensemble des magasins, puisque l'idée, c'était vraiment de pousser l'outil dans l'ensemble des magasins. C'est des choses qu'on n'avait pas faites du tout avec ClickView, puisque ClickView, c'était un usage restreint au siège, aux filiales et au centre logistique, mais on n'avait pas poussé les tableaux jusqu'au magasin. Et donc, en fait, 4 solutions sont arrivées, je dirais, se sont vraiment détachées des autres parmi celles étudiées. Et il a été décidé de faire un POC sur les 2 solutions arrivées en tête, c'est-à-dire Digdash et ClickSense. Et donc, le POC, c'était très simple. On a repris une restitution que j'avais développée en ClickView. Et puis, avec
avec Digdash et avec un intégrateur de ClickSense. On a dit, ben voilà nos maquettes, voilà nos data, ben on redéveloppe l'application. Derrière, on a repris l'ensemble des critères de la matrice d'évaluation pour affiner notre évaluation. Et on a fait un focus plus particulier sur la rapidité de prise en main et de mise en œuvre. L'idée, c'était aussi à nous de prendre un peu la main sur l'outil et d'essayer de faire les choses en même temps que la personne de Digdash ou qui travaillait sur ClickSense. Et dans il fallait quand même être à un niveau de difficulté un petit peu plus élevé. Et j'avais choisi une application existante, mais avec quelques KPI plutôt très complexes à faire. J'avais passé vraiment du temps à les développer en clic. Donc, je savais pertinemment la difficulté des choses. Et derrière, on a chronométré combien de temps ont mis Olivier Véran côté Digdash et la personne qui travaille sur ClickSense pour développer cette partie recalcul de KPI complexe. À l'issue du POC, en fait, nous sommes retrouvés avec une quasi-égalité lors du bilan. C'est-à-dire qu'avec nos pondérations, on était très très proches. Donc, effectivement, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Et quelque part, ça s'équilibrait relativement bien. Donc, pour départager, on a ajouté la notion du pricing et l'évaluation des participants au POC. Et là, il n'y a plus du tout d'équilibre. La balance penchait clairement en faveur de Digdash. Donc, les points déterminants, les points qui ont vraiment fait la différence, alors c'est la possibilité de faire des simulations et d'enregistrer relativement facilement tout le paramétrage saisi et les résultats en base de données. Clairement, c'est un des rares outils qui le permettait. Et c'est des choses sur lesquelles on s'était vraiment cassé les dents avec ClickView, puisqu'à un moment donné, on avait vraiment besoin de mémoriser le résultat de simulation. Et c'était une galère pas possible. Là, avec Digdash et les démonstrations que le support Digdash nous a faites, on a très très vite réussi à le faire. Donc ça, c'était vraiment un point qui était important, même si c'est pas le but de la DataVis ou de la BI de mémoriser les infos en base, le fait de pouvoir le faire à quelques occasions, c'est quand même bien pratique. Derrière, le deuxième point, c'est la modélisation centralisée et unique du schéma de données et des KPI calculés. Alors, c'est toujours pareil, c'est en opposition avec ce qu'on avait vécu avec Click, qui est super facile à utiliser, mais par contre, très très vite, on en retrouve partout. Là, au moins, on se retrouvait avec un modèle qui était centralisé, des KPI qui étaient calculés et centralisés, et donc pas de risque pour les personnes dans cette BI de recalculer les KPI déjà existants avec leurs propres règles et de se retrouver avec une non-homogénéité des résultats dans les différents tableaux de bord. Et enfin, probablement ce qui est le plus déterminant, ça a été le choix numéro 1 des futurs utilisateurs SHBI de la solution. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lors du premier tour d'horizon, il y avait 1 à 2 personnes de chaque direction, principalement des contrôleurs de gestion, qui nous ont accompagnés dans toute l'analyse initiale. Et sur les 8 utilisateurs présents, ce produit-là a été choisi, est arrivé en tête pour 5 des utilisateurs et est arrivé deuxième pour les 3 autres. Donc, on avait vraiment une bonne homogénéité en termes de choix pour ces différents utilisateurs métiers, futurs SHBI. Et donc, clairement, le choix il est devenu complètement naturel. Alors maintenant, un petit focus sur le déroulé du projet. Donc, la signature s'est effectuée en décembre 2019 et on a décidé un accompagnement du projet en direct avec Digdash et également avec Cenisys. Entre autres, les 2 développeurs qui nous accompagnent sur le projet
viennent de Genesis, et Gilles nous a également accompagnés sur le démarrage du projet, et il intervient encore ponctuellement chez nous. Donc, signature décembre 2019, janvier 2019, installation du logiciel, prise en main par l'IT et création d'une première version de template. On a essayé de faire les choses dans l'ordre pour une fois, et d'abord de se créer un template avant d'attaquer les restitutions. Voilà. Ensuite, février 2020, on a mis en place un socle technique pour la gestion des flux, pour la partie habilitation, et on a commencé le développement d'une première restitution, ainsi que les formations pour la self-BI. Alors, le choix a été fait pour la première restitution de partir sur un périmètre qui n'avait pas été abordé avec les outils précédents, c'est-à-dire le magasin, pousser de l'information au magasin, sur des données qu'on maîtrisait à 100%, mais combler un manque au niveau magasin qu'on avait actuellement. Donc, on a démarré le premier développement, et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mi-mars, arrêt des sessions de formation, assez brutal. Une formation devait être prévue le 18 mars, si ma mémoire est bonne, et le 16 ou le 19, et le 16, voilà, tout était fini. Et puis, on avait un pilote qui était censé être mis en place fin mars. Oui, mais dans des magasins fermés, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, tout a été mis un peu à l'arrêt. Alors bon, pour autant, nous, on a continué à avancer pour avoir une meilleure maîtrise technique de la solution, pour essayer d'automatiser tout ce qu'on avait fait en termes de flux pour les scheduler, non pas à partir de Digdash, mais à partir de notre système d'information, pour pouvoir chaîner les remises à jour facilement les mises à jour de données dans notre système d'information avec la mise à jour de tous les cubes derrière. On a beaucoup travaillé sur le socle technique, et on s'est aussi reposé, on en a profité pour se reposer beaucoup de questions sur la partie ergonomie de nos écrans, puisque finalement c'était le moment rêvé avec la pause qui nous était imposée. Et donc, mettre un pilote juste au moment du redémarrage des magasins, juste avant les soldes, on s'est dit que c'était pas la bonne idée, et donc on a attendu juillet-août, donc plutôt fin juillet et le mois d'août, pour mettre en place le pilote dans 4 magasins de test. Donc sur septembre, on a pris en compte toutes les remontées terrain, et donc il y a eu pas mal d'évolutions qui ont été demandées par les magasins pilotes. Donc tout ça a été développé et intégré dans l'application. Et aujourd'hui, donc octobre, on a une extension progressive dans tous les magasins français qui doit se dérouler normalement à partir de cette semaine. Donc on va commencer par les magasins de la région Nord, et puis ensuite, si tout se passe bien, semaine prochaine, on va essayer d'étendre ça à toute la France. On est en train de replanifier toutes les formations qui n'ont pas pu avoir lieu, plus une grosse piqûre de rappel pour ceux qui avaient été formés en février et qui n'ont pas mis les mains dans l'outil depuis le mois de mars. Et enfin, on a toutes les maquettes pour tous les nouveaux écrans de pilotage qui nous sont parvenus semaine dernière, et donc on est en train de replanifier tous les développements, et on a attaqué fin de semaine dernière l'analyse des maquettes pour pouvoir avancer très vite sur ces tableaux de bord, sachant qu'on a un timing qui est très 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 serré. Alors, les difficultés rencontrées à ce jour. Alors là, pour information, nous n'avons pas échangé avec Gilles avant sur nos présentations respectives.
Donc, sous with DataVis, mais par contre, les tableaux de chiffres, on les veut. C'est exactement ça. Et c'est vraiment une galère finie. Et donc, d'où l'importance de la conduite du changement, à la fois au niveau IT, puisque nous, ça fait 15 ans que je m'occupe de la partie data chez Promode, hein, et 15 ans de tableau. Donc déjà, mentalement, il y a une grande évolution pour moi et l'équipe, hein, mais aussi et surtout au niveau métier, parce que derrière, on leur enlève les tableaux, c'est la catastrophe. Donc ils veulent bien de la DataVis, mais ils veulent surtout les tableaux derrière. Donc c'est vraiment sans se concerter, Gilles. Et à côté de ça, nouvel outil, nouvelle approche, hein. Donc c'est aussi un changement culturel par rapport à la solution. Et donc, certaines règles de gestion doivent être complètement appréhendées différemment. C'est vrai que travailler avec des cubes, hein, quand on n'en a pas l'habitude, c'est pas la même chose que de travailler en direct sur des bases de données ou sur des fichiers à plat. Derrière, il y a quelques usages maison. Faire rentrer ça en automatique dans l'outil, c'est pas forcément évident. C'est clair que nous, on était habitués à du développement propriétaire, maison, et donc quelque part à des choses qui sont faites aux petits oignons par rapport aux demandes du métier. Là, on rentre dans un cadre. Et associer les deux, c'est pas forcément évident. Mais de toute façon, cette problématique-là, quel que soit l'outil qu'on aurait utilisé, on l'aurait eu. Puisque entre des tableaux de bord qui sont faits sur mesure, si j'ose dire, forcément, là, on a un cadre. Donc, on a plein de possibilités, mais par contre, il y a quelques restitutions. Il n'y a aucun outil qui le fait, si ce n'est ceux qu'on peut développer soi-même. Et donc, ce que je vous propose, c'est de montrer un petit peu les premiers écrans qu'on a fait. Alors, pour éviter l'effet Bonaldi, on s'est fait des extractions, des copies d'écran. Donc, le premier accès, c'est notre portail, hein, donc où on retrouve l'ensemble des thématiques. Alors, toutes les thématiques ne sont pas abordées, hein. Il n'y a pas beaucoup de tableaux de bord qui sont à dispo dedans, mais au moins le portail, il est complet et s'adapte en fonction des habitations des personnes. Quelqu'un qui est habilité à la gestion commerciale ne voit que la gestion commerciale. Bon, nous, en tant que développeurs des solutions, effectivement, on a accès à peu près à tout. Et ce qu'on a mis en production avec le pilote, c'est la partie activité magasin qui est en bas de l'écran. Donc, on arrive sur un écran d'activité par heure. Alors, l'idée, c'était de donner au magasin, au fil de la journée, une vision du chiffre qu'elle réalisait et du nombre de visiteurs qu'elle avait, de manière à calculer tout ce qui est taux de transfo, enfin, exactement les mêmes indicateurs que Gilles a présenté tout à l'heure. Tout ça sans se consulter, c'est vraiment trop fort. Et donc, en gros, voilà ce que ça donne. Donc, on retrouve sur le haut de l'écran deux thématiques, une thématique activité et une thématique palmarès, hein, pour que les magasins puissent aussi se comparer par rapport à l'ensemble des magasins de leur région. On retrouve des indicateurs qui sont sur la partie du haut et des tableaux sur la partie du bas, avec un peu de pop-up et des solutions qui nous permettent d'afficher plusieurs graphes sur un même emplacement, exactement comme Antoine en a fait la démonstration tout à l'heure. Donc, la petite icône en haut à droite permet, au moins au départ et pour les non-initiés, de savoir à quelle icône, à quoi correspond chacune des icônes. Nos menus, alors nous, on ne les a pas mis en dur sur les filtres, on ne les a pas mis en dur sur les écrans. Mais en fait, on a
filtres qui sont sur la gauche et toute la partie paramétrage qui est sur la droite. Donc là, on retrouve la gestion des filtres telle qu'elle a été faite dans l'écran, donc sur la partie gauche. Et sur la partie droite, on retrouve quelques paramétrages. Est-ce qu'on veut les afficher en euros ou en devises? Est-ce qu'on veut du TTC ou du hors-taxe? Donc pour cet écran-là, au niveau des magasins, il n'y a que ces deux critères qui sont applicables. Et derrière, donc si on descend sur la page, le tableau chiffré qu'il voulait absolument. Donc, ça, on ne peut pas l'éviter. Donc, bon, vous verrez, les chiffres, ça colle pas, parce qu'il y a eu du grand coup de copier-coller pour masquer les chiffres. C'était aussi l'avantage de faire des copies d'écran hier. Mais en gros, on retrouve des indicateurs classiques, chiffre d'affaires, nombre de visiteurs, nombre de tickets, un taux de transfo, un panier en chiffre d'affaires, un panier en quantité, etc., etc., etc. Et donc, cet écran est mis à jour tous les quarts d'heure, si ma mémoire est bonne, ce qui permet au magasin, en cours de journée, de voir où il en est par rapport à ses objectifs de la journée et de voir sur quoi il doit se focaliser par rapport aux événements du magasin. Oui. C'est une base de données qui est derrière, c'est quoi? Non, c'est remonté en cube. Donc effectivement, derrière, on a une base de données Oracle dans laquelle toutes les informations sont déversées en temps réel. C'est-à-dire que un magasin, on va en magasin, on achète quelque chose, on l'a dans la foulée dans notre base de données. Derrière, tout ça remonte sur une plateforme qui est sur Azure. Et les datas, il y a deux types de flux. Il y a les données froides qui effectivement s'appuient sur tout ce qui est sur Azure. Et non, on a de la doupe à Cloudera. Donc toutes les données froides s'appuient sur ce qui est sur Azure, donc sur Cloudera. Et les données chaudes s'appuient en direct sur notre base opérationnelle. Donc là, c'est le pavé palmarès. Donc en haut, on était sur l'activité, là on a basculé sur palmarès, et ce qui permet au magasin de pouvoir se comparer, se challenger à un instant T, donc en cours de journée par rapport à ce qui se passe dans les magasins qui sont à proximité. Donc par exemple, le magasin de Wascal, il peut voir ce que fait V2, il peut voir ce que fait le magasin de Lille-Rue-Neuve, de Ralil, et donc il peut se challenger en direct et voir s'il a du retard ou s'il est en avance par rapport à ses objectifs qui lui sont propres et également par rapport à ce qui se passe dans les magasins qui sont à proximité. Alors là, c'est une autre vision, puisque c'est une vision plus orientée produit, où on retrouve un petit peu ce qui se passe en termes de part de marché. Donc là, c'est chiffre d'affaires et ou volume, famille de produits par famille de produits, donc avec différentes restitutions. Donc on était en chiffre d'affaires, là c'est la même chose, mais en termes de volume. Donc là, on a évité les tableaux. On est vraiment sur du graphique, sur plus de la data vise. Voilà, j'en ai fini. Il y a des questions. Quelles ont été les remontées des magasins, justement les premiers retours en termes d'expérience utilisateur, et quels ont été les changements apportés? Donc les premiers retours du magasin, elles ont été plutôt très positives. Alors déjà aujourd'hui, c'est tout un travail qu'elles faisaient à la main. C'est-à-dire que toutes les heures, elles allaient interroger à partir du logiciel caisse le chiffre depuis le début de journée. Elles allaient récupérer les données du compteur visiteur pour pouvoir recalculer elles-mêmes tout ce qui était transfo, tout ce qui était taux de transfo, etc. Et on a des grands cahiers dans lesquels elles se notaient tout ça pour pouvoir suivre et piloter leur activité. Donc les 4 magasins pilotes, les retours ont été plutôt très très bons. Elodie,
Toi qui as fait les liens avec les magasins, il y a d'autres choses à dire. Enfin, Non, après, les modifications qui ont été faites, c'est plus ajouter, par exemple, des graphiques par heure qui leur manquaient. ouais, donc C'était plutôt positif. bon, je vais répéter ce que dit Elodie, parce qu'à mon avis, ça n'a pas été entendu. C'est que, en gros, oui, les remontées, c'était plus ah, mais si vous rajoutez tel graphe à tel endroit, ça pourrait être intéressant, ça nous ferait gagner du temps. Si on mettait tel indicateur en plus, ça serait plutôt pas mal. C'est des choses comme ça. Mais l'approche a été très, très positive. Hein. Et ce qui a été constaté également, c'est que alors, on a livré les pilotes dans les magasins, on leur a expliqué comment ça fonctionnait. Et puis derrière, on les a laissés expérimenter l'outil et on a constaté que les magasins n'avaient pas la même approche de l'outil et la même utilisation des données derrière. Et donc, c'était relativement intéressant parce que derrière, c'était recommuniquer avec ces magasins-là et dire, mais tu as creusé telle approche, tu as creusé pour qu'il y ait vraiment un partage de l'utilisation. Et ça a été plutôt très riche et l'accueil a été plutôt très bon. Donc là, en fait, on est sur le déploiement, on attend une modification du logiciel caisse qui devait être fait fin de semaine dernière, mais qui a été repoussé à ce début de semaine pour synchroniser notre déploiement à ce patch qui doit être déployé sur caisse. Et sachant que alors les quelques surprises qu'on a eues, c'est que on a des magasins qui ont du très très vieux matériel. Et donc en termes de restitution, entre autres dans un des magasins, quand ils le prenaient sur caisse, c'était pas forcément tip top. Sachant que les magasins sont équipés de tablettes. Hein, et en gros, dans 90% des cas, ils visualisent ça sur tablette. Effectivement, là, le rendu, il est très bon. Une des choses dont on n'avait pas vraiment pris conscience au départ, c'est que par contre, tout ce qui est survol sur les tablettes, bon, forcément, ça marche pas bien. Donc, bon, on a dû changer un peu notre fusil d'épaule sur ce cadre-là. Mais globalement, la perception pour l'instant est plutôt excellente. Donc, à voir quand on aura déployé sur toute la France. On croise les doigts pour que l'ensemble des gens soient aussi appétants. Les outils ont été présentés également à l'ensemble des régionaux. C'était fait la semaine dernière, je crois, majoritairement, en anticipation avant que l'ensemble de leurs magasins ait l'écran. Et donc eux aussi, la seule remarque qu'ils ont fait, c'est on peut l'avoir sur téléphone. Donc, bon, donc c'était plutôt positif. C'était plutôt très positif. Et donc là, le gros sujet du moment, c'est que on va attaquer, comme je le disais tout à l'heure, le développement de l'ensemble des écrans de pilotage pour chacune des directions et plus particulièrement pour le COMEX. Et donc, voilà, on a attaqué depuis la semaine dernière l'analyse, donc il y a du boulot. En nombre de magasins déployés, vous avez combien de magasins à déployer? Ouais. Parce que là, pour l'instant, on n'a que le pilote, le déploiement. Alors, l'idée, c'est de déployer dans tous les magasins français dans les 15 jours qui viennent. Donc, en France, on doit tourner autour des 470 magasins. Et puis après, les pays étrangers, ça viendra au fil de l'eau. Et du coup, vous déployez sans formation, parce que tout à l'heure, vous évoquiez le fait qu'il y a une formation. Alors, on a fait la formation pour les 4 magasins pilotes, où effectivement, Elodie et mon chef de projet sur ce sujet-là se sont déplacés dans ces magasins-là. On a pris volontairement des magasins qui n'étaient pas uniquement des magasins du Nord, pour avoir un parc de pilotes hétérogène par rapport au pilotage qu'ils avaient et par rapport avec des régionaux différents. Et c'était quoi la question? Ah oui, alors le formation, en fait, c'était aussi. Oui. Alors non, en fait,
c'était pas 2 jours pour former les magasins, hein. Ça a été quoi? Ça a été 1 heure. 1 heure. Et l'idée justement de présenter ça aux régionaux et on va leur donner la main sur l'outil, c'est que ce soit eux, puisque eux, ben, ils sont constamment en train de passer d'un magasin à l'autre, que ce soit eux qui passent l'information et que nous, on intervienne uniquement s'il y a un besoin de complément ou des explications complémentaires à apporter. Mais l'idée, c'est pas, nous, on a clairement pas le temps de passer dans l'ensemble se déplacer dans l'ensemble des magasins français pour leur expliquer non, c'est pas la peine, quoi. Donc l'idée, c'est de. Je pense qu'il y avait forcément une formation à faire et c'est ça que vous avez compris. Non. Non, bah, en fait, c'est leur indiquer. Alors, la formation, c'est leur indiquer où se trouve le lien, c'est à quel endroit ils doivent cliquer pour arriver sur l'écran. Et puis après, ben, c'est leur dire, ben voilà, tu as les chiffres, ça correspond à ça, ça correspond à ça. Si tu sais plus à quoi correspondent les icônes, le petit i en haut, tu cliques dessus et tu sais à quoi correspond chaque icône. Et c'est des indicateurs qui manipulent tous les jours. Donc, il n'y a pas d'explication à donner sur l'indicateur. C'est simplement leur montrer où c'est et c'est tout. Je pense qu'Arnaud faisait référence à 2 jours de formation, ça veut dire. Ah oui, mais alors les formations, ça ne concernait que les gens, que les explorers. Ouais. Ah ouais. Donc effectivement, ils avaient chaque groupe avait 2 jours de formation. Et donc, Gilles on doit replanifier avec Gilles pour ceux qui n'avaient pas été formés à l'époque. Hein. Et puis, chez nous, c'est Elodie qui va faire la piqûre de rappel pour ceux qui avaient été formés, pour les remettre un peu dans le bain sur ce sujet. Ouais. Grosse piqûre de rappel, oui. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait aujourd'hui 3 types d'outils. Oui. Est-ce que la cible, c'est remplacer ces 3 types d'outils? Alors, la cible, tout ce qui est tableau de bord institutionnel qui était fait avec un outil interne, là, clairement, la cible, c'est à terme de le remplacer. Tout ce qui est en ClickView, à terme, c'est effectivement de le remplacer et de décommissionner ClickView. Par contre, la question se pose pour la partie extracteur de données. Parce que les outils, mais quels qu'ils soient, que ce soit Digdash ou que ce soit Power BI ou ClickSense, etc., ne permettent pas forcément de pouvoir récupérer des infos très volumétriques avec la même facilité qu'un extracteur de données. Et donc là, effectivement, la question se pose. Donc effectivement, les gens en self-BI pourront avoir accès aux cubes qu'on va leur mettre à disposition, mais sur des données agrégées. Par contre, le contrôleur de gestion qui veut extraire l'ensemble des tickets de vente sur les 6 derniers mois, je ne suis pas sûr que ce soit un outil de DataVis qui permet de la self-BI qui permette de le faire. Là, vu la volumétrie et puis derrière ce qui va transiter sur les réseaux, ça va nous coûter très cher. Et donc effectivement, il y a cette partie extracteur de données où on se pose encore la question aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un outil qui fonctionne bien, qui donne satisfaction aux contrôleurs de gestion qui l'utilisent, mais qui est un peu rincé. C'est un outil qui a 15-20 ans. Donc les connecteurs, ils fonctionnent très bien avec une base Oracle. Par contre, avec de l'Impala, ça ne marche pas forcément très bien. Donc il y a vraiment une problématique qui se pose aujourd'hui à ce sujet-là. Donc, on est en train de regarder, faire le tour du marché pour voir un peu ce qui existe et qui pourrait nous permettre de compléter. Donc, en gros, l'idée, c'est les gens qui auront un self-BI se connecteront aux cubes qui sont à dispo, mais en données agrégées. Par contre, point d'interrogation sur les quelques informations très détaillées et très volumétriques qui seraient amenées à devoir manipuler à un moment ou à un autre. Dans le cadre du pilotage de la performance de vos magasins en France, vous avez une uniformisation, on peut dire, des problématiques. Tous les magasins rencontrent les mêmes sujets, donc vous poussez les mêmes indicateurs. Ou est-ce que vous avez ce besoin
cette volonté Alors, de personnaliser soit la région, soit des villes. On sait que Paris aujourd'hui ou les Alpes, c'est pas forcément la même problématique. globalement, la problématique est quasiment la même partout. Pour l'instant, on se focalise sur justement sur ce qui est homogène. Quand on aura fini de tout redévelopper, toute la partie pilotage, on verra si effectivement il faut creuser sur des spécificités des uns ou des autres. Mais aujourd'hui, les mêmes problématiques, c'est 90% des besoins. Et donc, on se focalise sur la masse pour donner très très vite cette information, pour qu'ils puissent très très vite abandonner tout ou partie de leur cahier manuel. Et puis derrière, les spécificités qu'on pourrait trouver chez l'un ou chez l'autre, on verra ultérieurement. Mais même au niveau des pays, enfin tout au moins des pays francophones, les problématiques sont quasi les mêmes qu'en France. Digdash, par contre, permet de le faire, c'est de piloter des KPI différents, on va dire par mois ou par secteur, en fonction d'événements extérieurs. C'est clair que J'étais à Marseille ce week-end, c'est l'été. Et là-haut, je suis rentré, parce que là, non, mais franchement, c'est pas déconnant. Oui. On dit ça, c'est la Méditerranée. Et ici, pareil, on a la saisonnalité n'est pas la même. Oui. Moi, on arrête de se baigner, c'est que les gens du Nord, on n'a rien de se baigner. Et franchement. Mais c'est très intéressant aussi de regarder ce qui se vend. Justement, je pense que vous seriez peut-être surpris. Mais c'est possible d'avoir des tableaux de bord différents en fonction de. Non, c'est le même tableau de bord, même si on met en avant par l'intelligence artificielle, par des algorithmes. Les 4 premiers indicateurs ne sont pas les mêmes dans le support. Oui, ça c'est possible. Donc en gros, en avril, on va mettre au magasin du Nord les produits planétés quand on aura les produits printemps dans le Sud. Et c'est pas une blague. Non, mais c'est pas une blague. C'est-à-dire qu'en gros, les produits planétés se vendent plus vite dans le Nord que dans le Sud. Donc, bon, mais bon, blague à part, il y a des surprises aussi quand on analyse les données. Et c'est pas forcément ce qu'on peut imaginer au premier abord. Mais globalement, nous, effectivement, on a une collection qui est unique, qui est universelle, au moins pour toute la France. Et derrière, effectivement, les spécificités des magasins ne sont pas gérées. De toute façon, c'est pas géré au niveau des magasins, c'est géré au niveau du siège. C'est-à-dire que le magasin, on lui pousse le produit. Et c'est pas lui qui choisit le produit qu'il va avoir dans son magasin. Et tout ça, c'est piloté du siège. Donc, on n'a pas vraiment cette problématique-là. Et même si on donne des stats, aujourd'hui, c'est vraiment anecdotique par rapport à l'ensemble des données qu'on doit lui pousser. Et donc, clairement, ce n'est pas le sujet urgent aujourd'hui. Mais effectivement, Digdash devrait permettre de répondre à cette problématique le jour où on s'appuiera dessus. Et l'autre point, j'ai mais aujourd'hui, en fait, vous avez un service BI data plutôt commun à l'ensemble des magasins. Il n'y a pas forcément une interliste au niveau de chaque département. Vous faites tout en fait en centrale et derrière, ça ne pose pas des soucis, ça, justement, dans la délégation ou dans la charge Ce sont des arbitrages. Donc aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'on a toute une partie self-BI qu'on doit développer pour pouvoir donner la main à l'ensemble des contrôleurs de gestion de chaque direction, d'avoir la main sur une partie des données. Mais effectivement, aujourd'hui, tout passe par... une majorité d'informations passe par notre équipe. Et effectivement, il y a un goulet d'étranglement. Donc c'est ça aussi dans le plan de transfo, c'est ça aussi, c'est de pouvoir donner plus d'autonomie. C'est majoritairement des contrôleurs de gestion dans chacune des directions. Et entre autres, c'est donner cette autonomie par la partie self-BI. Donc pour certains, comme je disais tout à l'heure, c'est uniquement donner accès au cube et puis derrière, ils pourront manipuler les données agrégées.
Mais il y en a quelques-uns où effectivement on a une autre problématique parce qu'ils ont nécessité de descendre beaucoup plus finement. Donc cela, après ça dépend de la volumétrie. Hein. C'est clair que les tickets, si je remonte le détail des tickets dans DeepDash, je crois qu'on va tout faire exploser, tout au moins avec notre configuration de serveur. Ou alors on va devoir débourser beaucoup d'argent pour augmenter la taille de notre serveur. Et est-ce que le jeu envoie la chandelle pour le peu de personnes que ça concerne? Bon, ça, c'est une autre problématique. Et sinon, aujourd'hui, ça passe par des extractions qu'on fait dans l'équipe. Sauf pour ceux qui ont accès à notre extracteur actuel et sur des modèles qui sont vraiment spécifiques. Donc, en gros, notre contrôleur de gestion de groupe, lui, il a accès à... Il a un outil particulier qui lui permet d'extraire, mais c'est surtout des données, c'est pas des données de produits, c'est des données de détails de chiffres magasins, avec tous les indicateurs qui vont avec. Écoutez, data gouvernance, au niveau de la partie pilotage du catalogue de données, vous gérez ça comment, dans quel outil, ou est-ce que vous gérez pas? Alors, si, je dirais jusqu'il y a 2 ans, on ne le gérait pas. Et là, avec le projet, on a tout mis en place. C'est aussi ce qui nous a demandé beaucoup d'énergie. Et finalement, on n'a pas trouvé notre bonheur à des prix raisonnables. Et donc, on s'est développé notre propre outil de gestion, de gouvernance. Donc, finalement, ça nous revenait beaucoup moins cher de développer nous-mêmes et d'adapter à notre besoin que de s'appuyer sur des outils du marché qui sont parfois très onéreux. Bon, c'est un choix. Effectivement, dans l'équipe, j'ai une personne qui est à 100% dédiée à ça. Mais derrière, bon, je dirais, tout le monde est censé mettre un peu la main à la pâte sur ce sujet-là. Vous animez les comités de gouvernance avec les métiers pour définir de nouveaux indicateurs. C'est 9 mois de réunions 3 fois par semaine avec différentes directions pour relister tous les KPI existants, voir tous les KPI qui n'existaient pas et qui souhaitaient avoir, redéfinir les règles de gestion associées. Et puis derrière, pour nous, associer chacun des KPI à la data telle qu'elle était dans notre structure. Se mettre d'accord sur les définitions, ça c'est pas mal aussi, parce on interroge 3 directions et chaque direction a son propre vocabulaire. Chaque direction sous un même intitulé met des règles de gestion différentes. Et donc, clairement, c'est toute cette problématique-là qu'on s'efforce d'aligner depuis quelques mois. Et bon, là, ça commence à prendre forme, on commence à être aligné et donc on peut commencer à vraiment attaquer les choses sérieuses puisque les gens se sont alignés, parfois au forceps, mais bon. Mais de toute façon, c'était un travail indispensable. À partir du moment où on remettait en cause une partie des KPI existants et qu'on voulait avoir des nouveaux KPI sur un projet data qui démarrait, c'était un passage obligé, quoi. Si on ne le fait pas, on est mort, quoi. On va droit dans le mur. Dans les choix de POC, initialement, il y avait plusieurs solutions, on avait retenu 2. La durée du POC, parce qu'en fait, vous avez démarré tout à l'heure à une date de signature, mais le POC. Alors, le POC s'est fait, les POC se sont faits sur le mois de novembre, si ma mémoire est bonne. Donc, il y a Olivier qui est venu 2 ou 3 jours chez nous pour travailler sur notre maquette. Donc, il est arrivé, il a découvert l'application qu'on souhaitait réécrire. Et puis, alors c'était une mini formation en même temps, c'est-à-dire que bon, il nous a formés à l'outil tout en travaillant sur, voilà, tout en travaillant sur le redéveloppement. Et après, le deuxième POC sur ClickSense s'est passé à peu près de la même façon, 8 ou 15 jours après.
mesure après. Bah, on voulait les faire de manière suffisamment rapprochée pour pouvoir vraiment comparer et pas avoir un temps elapse trop long entre les deux et avoir perdu la vision de ce qui était facile dans un produit, un peu plus difficile dans l'autre. Vous n'avez pas changé les deux solutions sur deux agences, enfin deux magasins. Pour avoir le retour. Bah, non, puisqu'on n'a pas poussé. Alors, pousser le test en magasin, c'était relativement compliqué parce qu'il y avait techniquement, il fallait ouvrir tout ce qui va bien pour pouvoir pousser les choses en magasin et c'est pas, tout est verrouillé et c'est pas si simple que ça. Et l'outil qu'on a développé, c'est un outil de pilotage du siège. Donc en gros, j'ai le choix de l'applicatif. Le choix de l'applicatif, c'est plus fait sur la complexité de certains KPI hein, et donc sur l'énergie à dépenser pour recalculer ces KPI-là. Et l'idée, c'est effectivement de faire un POC où on était en même temps formé aux outils pour pouvoir mieux juger de la complexité ou de la facilité des différentes actions. C'était pas sur l'appropriation de la solution en magasin. Non, c'était pas du tout dans cet acte-là, c'était plus par rapport à une maquette, qu'est-ce qu'on est capable de faire, en quel temps, et de la complexité à réintégrer certaines règles de gestion assez sympas. En termes de ROI sur le projet, vous comptez arriver à un ROI en combien de temps par rapport au décommissionnement du legacy, décommissionnement de clic, vous comptez maintenir ces coûts en plus? Alors, pour l'instant, tout le temps qu'on n'a pas redéveloppé toute la partie pilotage, c'est clair que Click, on ne peut pas le décommissionner. Moi, je dis avant 2 ans, on n'aura pas suffisamment de matière. C'est-à-dire qu'on aura toujours besoin de Click derrière. Par contre, une fois qu'on a décommissionné Click, là, le ROI devrait arriver assez vite. Après, on parle du ROI juste sur un produit existant, mais il y a aussi le fait de distribuer en magasin des features supplémentaires. C'est clair. Bon, je dirais le Click, c'était un périmètre qui était siège filiale hein, et logistique. Hein. Là, le périmètre est largement plus étendu. Donc, ça n'a rien à voir. Derrière, on n'a pas encore mesuré le gain pour les magasins en termes de temps. Une fois que ce qu'on a développé sera déployé. Parce que clairement, tout le temps qu'elles passent, les heures qu'elles passent à renseigner leur cahier d'animation, là, elles le passeront en magasin puisque tout sera fait tout seul. Et c'est des heures, c'est à minimum 1 heure par jour par magasin. Donc, ça va aller assez vite, à mon avis, à rentabiliser. Hein. Mais une responsable de magasin, elle est quand même plus utile dans son magasin que dans une réserve à faire des... Il n'y a pas dans cette performance autour de la data, il n'y a pas cette volonté justement de désempiler plus vite les coûts qui aujourd'hui, c'est la colonne Eiffel, on commence à avoir plus, puis on rajoute des couches. Évidemment, on va avancer plus sur le sous, on compte 50 trucs de personnes, et puis deux personnes dans la. Mais c'est aussi l'avantage de remettre à plat l'ensemble des restitutions actuelles. C'est justement, ça permet de se rendre compte de ce qui sert et de ce qui ne sert pas. Et donc, d'enlever toutes les couches qui ne servent pas et de les décommissionner. Donc, c'est aussi l'intérêt d'avoir tout remis à plat.
Oui, il y avait des questions en ligne, pardon. Moi, je les vois pas. Alors, la question, elle était posée il y a un petit moment, mais c'était combien d'utilisateurs cibles à la fois en ligne, à la fois en magasin et sur le siège? C'est relativement facile, hein, puisque de mémoire, on a signé pour 1500 licences. Donc, voilà. Il y avait une autre question. C'était pour la session précédente. Donc, en gros, le périmètre, c'est l'ensemble des magasins, plus l'ensemble des utilisateurs du siège, plus l'ensemble des utilisateurs logistiques. C'est l'ensemble du personnel de la société. Et vous payez en nombre de licences ou... On a fait le choix d'acheter les licences, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va conclure la session. Merci à tous d'avoir participé, à la fois ici en local et en ligne. N'hésitez pas à revenir vers nous pour les personnes qui sont en ligne, notamment s'il y a des questions supplémentaires, venez nous envoyer un petit email ou nous contacter de manière différente. Ici, on va rester dans la salle pour échanger s'il le faut. Merci de votre participation à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et merci aussi à tous nos speakers aujourd'hui, c'est-à-dire Gilles et Jean-Marc, en espérant que ça a apporté un peu de contenu pour les gens qui sont à la fois en ligne et dans la salle.